Salut à tous, bienvenue dans un nouveau Squeak Talk où nous aurons aujourd'hui un invité exceptionnel puisque Fabien Causeur sera avec nous dans quelques secondes, le temps de présenter ceux qui sont à mes côtés au plateau. Bonjour Fabien déjà, bonjour Faisal Berkani, bonjour Cyril Méjeanne et bonjour à Nils Nimus qui est dans ses pénates aujourd'hui. Salut à tous. Salut Fred. Salut. Alors, le dans ses pénates, je pense que depuis 1980, on n'a jamais entendu cette phrase. C'est pour ça que je voulais te lancer dessus. C'est la première fois de ma vie que j'entends. C'est vrai? Ouais, je pense. Hein. Ouais. Je savais que tu rebondirais dessus. Dans ces pénates italiennes, Fabien Causeur est avec nous. Bonjour Fabien. Salut. On va revenir évidemment avec toi sur ta saison à Milan, sur ta vision de l'Euroleague, sur ton départ du Real également, où tu as passé moult saisons. Tu es notre invité d'honneur. Moult. Voilà. Ça va, ça Voilà, je pense, est-ce qu'on va faire un bingo avec Fred, avec tous les trucs qui ont plus de 40 000 ans Faites le bingo dans les commentaires pour aider Cyril pour les mots de jadis que j'emploie dans chaque émission. En attendant, messieurs, on se moquera de moi après. On commence évidemment avec notre invité, c'est Fabien Causeur. Fabien Causeur est donc avec nous, le joueur français le plus expérimenté en Euroleague. 354 matchs d'Euroleague pour Fabien Causeur. Fabien, comment ça va physiquement déjà? Parce que ça doit commencer à tirer un petit peu de faire tant de matchs et tant de saisons d'Euroleague. Ouais, je vais pas mentir, hein, c'est vrai que là, j'arrive à 38 ans d'ici 3 mois, donc ça commence à faire. En plus, ça a été une année un peu compliquée physiquement. J'ai eu une pubalgie il y a 2 mois qui m'a embêté pendant plusieurs semaines, que d'ailleurs j'ai un peu toujours, mais bon voilà, je tire un peu dessus dans le sens où je sais que je suis plus proche de la fin que du début, donc j'essaie vraiment de profiter des derniers instants basket, que ça soit cette année, l'année prochaine, je sais pas encore, j'ai pas pris de décision officielle, mais je sais que je préfère ne pas avoir de regrets derrière, donc quitte à laisser un peu le corps en PLS pendant les prochaines semaines, s'il y a des moments importants qui arrivent dans la saison en plus, donc c'est toujours bien d'être avec le groupe. Donc tu réponds déjà à la question du plateau. Il allait répondre à la question qu'on allait tous poser. Hein. C'est-à-dire que potentiellement c'est ta dernière saison, Fabien. Je sais pas honnêtement, j'ai beaucoup de... C'est une saison un peu spéciale pour moi, on va dire. C'est vrai qu'il y a l'après Real Madrid qui a chamboulé beaucoup de choses, on va dire, dans ma tête, etc. L'arrivée à Milan s'est très bien passée, on s'est très bien acclimaté avec ma famille, etc. Maintenant, c'est vrai que je vais prendre 38 ans et c'est sûr que l'amour pour le basket, il est infini en fait. J'ai pas de limite à ce niveau-là, quoi. Mais à un moment donné, il y a des choses dans la vie qui se passent. J'ai 2 petits enfants que je veux vraiment passer beaucoup de temps avec eux, etc. Donc je sais que je suis pas loin de la fin. Je sais pas si c'est cette année, si c'est l'année prochaine. On verra. Je dois beaucoup y réfléchir, mais j'essaie de pas trop y penser non plus d'un autre côté parce que je veux vraiment profiter de ce qui reste de basket, parce que honnêtement je continue à prendre énormément de plaisir, quoi. On va parler évidemment du Real, de ton acclimatation à Milan, mais a priori donc pas de LeBron James pour toi. 40 ans, c'est trop, tu vas pas aller jusque-là, quoi. Je pourrais y arriver honnêtement, hein, sans prétention, je pourrais y arriver physiquement. Je pense qu'aussi j'ai une femme aussi à côté, etc., qui me suit depuis des années. Elle s'occupe des enfants. Je pense que le travail que font les familles autour des joueurs, c'est quelque chose qui est sous-coté. Vraiment, c'est vraiment le pilier, on va dire, pour un joueur. C'est vraiment la stabilité aussi en dehors des terrains. Et je pense que tous ces efforts-là que nos familles font, ils sont loin aussi de leur famille tout le temps, etc. Donc c'est quelque chose qui est remarquable. Et je pense qu'il y a un moment donné, faut arrêter d'être égoïste aussi sur ce niveau-là, quoi. Donc c'est un peu un tout, on va dire. Donc ce sera cette année ou l'année prochaine, c'est sûr. Mais certainement, j'irai pas jusqu'à 40 ans. Tu parles de famille beaucoup déjà, Fabien. Tu as passé presque 10 ans, voire plus, si je ne dis pas de bêtises, en Espagne. Ta femme est espagnole, tes enfants sont espagnols, sont en Espagne. Comment s'est passé cet été? Est-ce que ça a été ton choix, pas ton choix, de dire à ta famille, on va devoir partir de la maison pour peut-être une maison tout aussi agréable, parce que Milan c'est une belle ville et l'Italie c'est un beau pays, mais comment ça s'est passé pour toi là, pour le coup, en tant que papa et en tant que mari, d'annoncer ça à sa famille? Ça a été dur. Ça a été dur dans le sens où, dans tous les cas, ma femme et en conséquence mes enfants m'ont toujours laissé cette liberté de choisir toute ma carrière, ce que je voulais faire. Et évidemment, on a eu une chance énorme d'être à Madrid pendant 7 ans. Il reste la ville de ma femme, donc je pense que pour elle, c'était un peu l'idéal.
Et en fin de compte, ça a été une décision plus du Real qu'autre chose. Donc, ça a été très dur. Ça a été très dur pour moi parce que ça a toujours été mon club de cœur. J'ai vécu tellement de choses là-bas, pas seulement juste les titres. Enfin, comme tu dis, j'ai 2 enfants qui sont nés là-bas. J'ai ce côté vraiment amitié que j'ai fait avec beaucoup de joueurs du staff, etc. Donc voilà, je pense que ma femme, d'ailleurs, le jour où ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas me garder, c'est la première fois qu'elle m'a vu pleurer. Donc je pense que ça dit beaucoup de choses sur vraiment l'amour que j'ai toujours et que j'aurai toujours pour ce club. Donc voilà, moi, ça a été une décision qui a été faite par défaut, tout simplement. Mais dans tous les cas, la priorité, c'était de trouver autre chose où il y aurait vraiment une stabilité justement pour cette famille. Et je pense que Milan était un très bon compromis au niveau Euroleague et une ville qui est très agréable, un pays qui est très agréable. Tu dis que bien sûr c'est pas ton choix, on s'en doutait un petit peu, on va pas se mentir, vu justement le nombre d'années que tu as passé à Madrid. Qu'est-ce qu'on t'a pas reproché, parce que c'est difficile de te reprocher quelque chose sur le terrain, mais pourquoi ce choix en fait? En plus on voit cette année quand même que c'est pas simple à la main pour le Real. Et qu'est-ce qui a motivé les dirigeants du Real pour se dire bon bah Fabien, on va pas te garder? Et comment tu as réagi par rapport à ça, en dehors dans le cercle familial de pleurer, mais qu'est-ce que tu leur as répondu à eux? Alors, je peux pas non plus prendre la parole pour eux maintenant, mais ma propre déduction, ça a été un peu que je pense qu'ils ont un peu profité du départ de Chacho et de Rudy Fernandez. Je pense que c'était une fin d'une période, il y avait 2 anciens qui partaient et ils se sont dit bon ben on va mettre du 109, donc un petit peu entre guillemets à mettre Fabien dans le package quoi. C'est vrai que ça faisait 7 ans que j'étais là-bas, j'ai perdu un peu d'importance dans le groupe sur la dernière saison, même si j'ai joué les matchs importants comme chaque année je les ai joués, je les ai bien joués. Maintenant voilà, il y a un temps pour tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris. Hein. J'avais d'ailleurs cette petite, au fond de ma tête, j'ai toujours eu l'espoir de rester. Mais je me dis toujours, bon, si je me mets à leur place, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il y a des gars comme Djadad Moussa qui sont arrivés, Mario Hezonja qui sont très bien acclimatés, voilà, c'était supposé être les prochains leaders, etc. Donc voilà, autant profiter qu'il y ait quelques anciens qui partent, etc. Pour mettre du 109 et pour changer un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc voilà, moi c'est un peu ma déduction par rapport à ça. Moi ce que je leur ai dit, ben non, rien, tout simplement, j'ai accepté, je les ai remerciés en fait. Même si eux m'ont remercié aussi pour tout ce que j'ai donné pendant toutes ces années au Real Madrid, moi je leur ai remercié seulement pour la chance, parce que moi je savais que si on me donnait une chance, j'allais réussir à me faire ma place dans cette équipe, dans ce club. Et jamais j'aurais pensé que j'aurais fait presque 500 matchs là-bas, quoi. Enfin, c'est un chiffre exceptionnel. J'ai 14 types là-bas. Enfin, voilà, ça reste, comme je vous dis, c'est le scénario un peu parfait. Évidemment, le plus que parfait, ça aurait été de terminer là-bas en gagnant un titre à la fin, etc. Mais bon, ça c'est. Tu l'avais imaginé? Tu l'avais imaginé ça au fur et à mesure de tes saisons au Real Madrid? Tu t'étais dit, je vais terminer ici? Ouais. Ah, bien sûr. Je suis quelqu'un qui est très positif. Je suis quelqu'un qui essaie toujours d'avoir 1 ou 2 coups d'avance sur tout ce que je fais. Et c'est vrai que c'était mon objectif. Je ne vais pas le mentir, je ne vais pas le nier. C'était une énorme déception pour moi de partir l'été dernier. C'est clair et net. Ça a été un crève-cœur. Enfin, voilà, mais c'est comme ça. C'est comme quand tu es amoureux d'une personne et qu'elle ne veut plus être avec toi, tout simplement. Je veux dire, c'est comme ça. Il y a des choses qu'il faut accepter. Et après, on tourne la page, on part sur autre chose et on prend du plaisir ailleurs. Et Dieu sait que c'est pas facile tous les jours. On a du mal à accepter, Fabien. On peut pas tout le temps accepter, en fait. C'est difficile. Hein. Ah, mais bon, quand t'as pas le choix, quand t'es pas, répare. Hein. On sait. Mais bien sûr. Nils, on va venir vers toi. Nils, on va venir vers toi pour une question pour Fabien. Ouais, tu le savais déjà, Fabien, après le Final Four de l'an dernier, que le Real allait pas trop sérieux, parce que j'ai un souvenir de ton interview après la finale perdue où tu disais que c'était une défaite qui allait remettre des choses en question, que là, t'allais devoir te poser et réfléchir à la suite de ta carrière. Non, je le savais pas, mais je savais que ce résultat-là était quelque chose qui allait certainement impacter beaucoup sur les décisions du management, tout simplement. Parce que le Real est fait pour gagner tous les ans. Le Real veut gagner tous les ans, que ça soit n'importe quel trophée, que ce soit la Super Coupe jusqu'à l'Euroleague. Et le fait d'avoir perdu cette finale, je pense que, tu sais, quand on gagne, t'as pas envie de changer en fait. Ils disent tout le temps pourquoi changer quelque chose qui fonctionne, quoi. Donc, je pense que à ce moment-là, il y a peut-être un tournant où il se passe beaucoup de choses dans les bureaux qui font que voilà. Ils partent sur autre chose derrière, quoi. Même si je pense qu'il y avait des signatures qui étaient déjà faites, etc. Mais moi, par exemple, je sais que l'année où Djadad Moussa il arrive, c'était déjà prévu que je parte.
Sauf que je fais une fin de saison en trombe et ils peuvent plus me laisser partir. Enfin, il y a des moments comme ça dans des carrières qui font que si le joueur il fait une fin de saison exceptionnelle, comment t'expliques ça à tes fans, quoi? Donc tout simplement tu restes. C'est une équipe qui a la chance d'être bien financièrement, donc ils font cet effort. Au lieu d'avoir 14 joueurs, ils en ont 15. Et ensuite on verra pendant la saison comment ça se passe. Et ça m'est arrivé certainement plusieurs fois avec le Real Madrid. Maintenant, comme je dis, j'ai pas d'amertume pour eux. Au contraire, enfin, je leur souhaite toujours le meilleur, sauf contre nous. Ça se passe mieux pour vous au final. Au final, ça se passe mieux pour vous. Excuse-moi. Ça se passe mieux à Milan finalement. Je sais pas si ça se passe mieux. On a perdu aussi la coupe. Ils ont perdu la coupe. En fait, c'est même pas est-ce qu'on va faire mieux qu'eux en fin de saison. Tu vois. Je sais par exemple le match qu'on va jouer là-bas, le 25 mars. C'est un match qui va être très important pour les deux. Ça se trouve, on joue le play-in là-bas, quoi. Donc ça va être un match vraiment très très spécial, émotionnellement parlant. Mais en plus de ça, il va falloir essayer de mettre de côté pour performer et revenir avec la victoire. Et tu penses que tu auras un peu comme ça se fait beaucoup en NBA, un accueil, un espèce d'hommage, quelque chose comme ça. Ce serait un peu scandaleux ce serait scandaleux. Il y est pas, 6 ans, 7 ans au Real, quelque chose comme ça. C'est vrai que ce serait scandaleux. Est-ce qu'ils t'ont déjà prévenu parler par le club, mais je pense que oui, par les fans, il y aura certainement une bonne acclamation quand il y aura la présentation des équipes. Je pense que c'est quelque chose que j'attends déjà parce que ça va me faire du bien. Je pense que ça va me fermer la porte un peu à ce moment parce que j'ai pas pu dire au revoir vraiment au Real Madrid à la manière dont j'aurais aimé le faire, que ça soit avec les fans en fait. Parce que tu peux leur écrire une belle lettre sur les réseaux sociaux, mais ce moment de dire au revoir aux gens vraiment après avoir passé tant de soirées au Wishing Center, c'est quelque chose que j'attendais et que j'attends toujours, c'est clair. Est-ce que, on termine sur le Real et après on embrayera sur Milan, est-ce que cette finale, perdue l'an dernier, vous découpez la saison régulière, cette défaite seulement, vous faites 3-0 en quart, la demi-finale elle est survolée aussi, il vous manque une mi-temps pour concrétiser, c'est ton plus gros regret au Real? Ouais, en tant que titre, certainement, ouais. Ouais, dans le sens où on a vraiment dominé la saison de la tête et des épaules. Depuis le début de saison, hein, on roulait vraiment sur tout le monde. Après, on a eu des moments difficiles comme chaque saison, un moment de creux et derrière, on revient au top au moment le plus important. Et même ça se voit derrière en Liga. Derrière, on finit la saison, on met 3-0 au Barça, on met 3-0 en finale à Murcie. Enfin, on était clairement la meilleure équipe d'Europe. Maintenant, le format de l'Euroleague fait que le Final Four, ça reste un événement super spécial. Et les deux finales que j'ai gagnées, les 2 titres d'Euroleague que j'ai, c'est vraiment sans être favori en fait. Donc à chaque fois, c'est un peu la même histoire. C'est quand tu arrives favori au Final Four que tout se joue sur 40 minutes sur un match, c'est hyper compliqué. C'est très très dur d'être bon ce jour-là et que l'autre équipe justement qui a un peu moins de pression ne joue pas son meilleur basket. Et c'est ce qui s'est passé. Le Pana a survolé sur la finale. Ils ont un peu eu de mal au début, mais derrière, on a senti tout de suite qu'ils avaient le vent en poupe et que voilà, ils ont enchaîné. Hein. Il n'y a rien à dire sur la finale. Avant de passer à Milan, comment t'expliques un petit peu cette saison en dents de scie, à la fois du Real mais aussi du Barça? On les attendait pas à jouer peut-être le play-in, le Real Il n'y a plus de Français. Il n'y a plus de Français. Il y a plus de Français au Real. C'est juste ça la raison, il n'y a plus de Français. Ah mais comment t'expliques un peu, toi qui connais le championnat espagnol par cœur, le Barça galère aussi en championnat. Quelle est ta vision un petit peu externe de la situation? Il faut rappeler, Barcelone 9e actuellement, ouais. 15 victoires, 13 défaites comme Milan. Le Real 12e, 14 victoires, 14 défaites hors play-in et Baskonia qui est encore un petit peu plus loin. Ouais, et comme le dit Faisal, compliqué en championnat pour Barcelone, très très compliqué. On les attend toujours top 4 à chaque fois. C'est une bonne question. Après, on peut refaire le monde, on pourra en parler jusqu'à demain, mais je pense qu'il y a le Real, clairement, je pense qu'il y a déjà il y a 3 anciens qui partent, c'est quelque chose qui est très important, pas seulement au niveau performance basket, sur tous les jours. Je pense que dans le vestiaire, c'est quelque chose qui est très important à avoir dans les moments difficiles, d'avoir des joueurs avec de l'expérience. Et je pense que, vous parliez des Français, mais le départ de Vince et surtout celui de Gershon, parce que Gershon, il est vraiment en last minute. C'est quelque chose qui a fait ultra mal au Real. Je veux dire, Gershon était irremplaçable à ce moment-là du mercato, quoi. Donc, ils ont fait un petit peu du bricolage avec ce qu'ils avaient et ça n'a pas marché. Donc, je pense que le Real, il y a un peu de ça. Et le Barça, je pense que la blessure de la Provitola au début de saison, c'est très mal. Enfin, c'est un gars ça fait des années qu'il est au top niveau européen et vraiment le jeu était tourné autour de lui.
Et il y a eu aussi beaucoup de changements, coach, joueurs. Enfin, c'est pas facile. C'est des endroits où vraiment la pression du résultat est très dure et c'est pas fait pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut vraiment, pour avoir la très bonne saison au Real ou au Barça, faut vraiment que l'alchimie elle prenne dès le début. Et je pense que ça c'est compliqué des deux côtés un peu rapidement. Et aussi faut donner beaucoup de mérite aux autres équipes. Parce que les autres équipes sont améliorées aussi. Je veux dire, personne n'attendait Paris à ce niveau-là en début de saison. Le Bayern c'est un peu la même histoire. Et on a certainement l'Euroleague la plus serrée de l'histoire de l'Euroleague en fait. Je veux dire, nous, à chaque fois qu'on gagne 2 matchs de suite, on dit c'est bon, on va être 7e, 6e. Non, on est encore 9e. Enfin, je dis, c'est un peu fou. Et tu perds 2 matchs, c'était hors play-in quoi. Donc bon, c'est vraiment très compétitif et je pense que c'est alléchant pour le public. Tiens, avant d'aller voir Nils pour parler de Milan, tu as parlé des anciens Français du Real. Tu as toujours un groupe chat avec Peter Cordelli, Garchonia Bouzélé, Vincent Poirier. Vous avez quelque chose genre la Maison Blanche sur un... Ouais, voilà, ça s'appelle les Frenchies. Voilà, le WhatsApp, on est toujours très connectés. On a passé 2 années ensemble, un peu plus avec Gershon et Vince. On s'est tellement marré ensemble pendant 3 ans que voilà, on a gardé ce contact-là et on est tout le temps en contact les uns avec les autres, avec un petit décalage horaire pour Gershon, mais on est vraiment entre Gershon et Vincent, il y a beaucoup de décalage. Il y en a le matin, il y en a le soir, et puis il y a Fabien au milieu pour récupérer les messages. Nils, on passe à Milan. La saison de... J'ai une dernière question. Question sur le Real, une question hypothétique pour Fabien. Si cet été, hypothétiquement, le Barça t'avait contacté pour te faire signer, est-ce que tu aurais réfléchi, est-ce que tu aurais pu y aller ou t'as le cœur qui est trop madrilène? Impossible. Mais rien que ta femme, non? Ta femme, elle t'aurait défoncé si elle est madrilène. Oh oui et non, ma femme elle dit ouais, si derrière ça suit, bon bah on verra, tu vois. Mais Rabiot avait dit la même chose, Rabiot avait dit la même chose et hop là, ça signe à l'OM. Ouais. Non, honnêtement, à ce moment-là de ma carrière, non. Peut-être plus tôt, si imagine-toi, je dis au bout de 2 ans, 3 ans, ils me disent on ne veut plus, machin, bah à un moment donné, comme a fait un peu la Provitola en fait. Par défaut, le Real ne le voulait plus, le Barça arrivait avec un bon contrat, etc. Il est parti là-bas, il y a pas de. Je trouve qu'il devrait pas. Les fans ne peuvent pas non plus s'énerver. Il faut dire, les gens, ça reste un business et ils ont une famille aussi à nourrir, les gars. En plus, c'est un très bel endroit pour vivre. Donc pourquoi pas, mais moi, non, je suis allé beaucoup trop loin dans cette relation avec le Real Madrid. Impossible. Comment ça se fait avec Milan? Alors à l'été, tu sors de ce Real Madrid où manifestement tu as eu beaucoup de mal à accepter la décision des dirigeants madrilènes. Comment les contacts se sont noués avec Milan? Comment tu arrives à Milan? Et je rajoute, est-ce qu'il y avait d'autres équipes que Milan qui t'ont fait des propositions? Ouais, alors le marché était ultra lent pour moi cet été. Je ne vais pas vous mentir que j'étais un peu pas entre la déception et j'avais un petit peu peur en fait, tout simplement, de me dire où est-ce que j'allais finir parce que les clubs Euroleague ont mis beaucoup de temps à bouger sur moi. Je pense que sur le reste du monde ça bougeait, mais etc. Mais j'ai vraiment commencé à parler avec des équipes Euroleague fin juillet, quoi. Donc ça a été un mois assez long à se demander qu'est-ce que j'allais faire, tout simplement. Par rapport à d'habitude, c'est quand, quand tu avais changé de club, c'est quand, pour donner un exemple à nos auditeurs? J'ai jamais signé un contrat après le 30 juin. J'avais déjà le prochain presque sur la table. La saison se finissait, j'avais déjà les propositions, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'a paru éternel. Chose qui est normale, entre guillemets. Comme d'hab, j'essaie de me mettre à la place des GM, etc. Et voilà, ils veulent d'abord aller chercher ce qui est jeune, etc. Et ils voient ça sur l'avenir. Mais c'est vrai qu'avec Milan, ça s'est fait un peu pas par hasard, mais bon, il y avait un petit intérêt, mais j'étais pas une priorité. Et mon agent a passé la Summer League à Las Vegas il a vu Messina là-bas. Et en fin de compte, il s'est assis avec Messina tout simplement, et il lui a parlé de moi. Et en fin de compte, Messina s'est chauffé très très rapidement. Et c'est un coup de chance en fait. C'est presque un coup de chance. Je sais pas si c'est un coup de chance ou c'était le destin. En fin de compte, tu vois que il y a toujours une part de chance dans le sport, que ce soit pour une chose ou une autre, mais ouais, c'est clair. Ça a été une coïncidence, on va dire, quoi. Et derrière, moi, c'est clair. Quand il m'a dit Milan, je me suis dit voilà, ça y est, ça va être ça, quoi. C'est vrai qu'il y a eu d'autres équipes qui se sont rapprochées derrière. J'ai eu le Bayern qui s'est rapproché derrière, etc. Mais j'ai pas eu tant d'équipes que ça, d'Euroleague qui étaient vraiment intéressées. J'ai eu des équipes d'Espagne, j'en ai eu pas mal. Mais c'est vrai que je voulais jouer en Euroleague. Voilà, je voulais que mon dernier contrat, ça soit un club d'Euroleague. Parce que oui, comme je disais un peu au début de l'interview,
je peux aller jusqu'à 40 ans si je veux en jouant professionnel, mais j'aime cette compétitivité et je pense que c'est ma marque de fabrique a été l'Euroleague. Donc voilà, je voulais que ça commence et que ça finisse un peu comme ça. Donc voilà, ça, c'est comme ça que c'est passé avec Milan. Vraiment, ouais, une petite coïncidence quand même. Donc le Bayern aussi, il n'y a pas d'autres. Pas de club français. Des infos, il n'y a pas de club français, il n'y a pas eu de contact comme Hurtel avec Lasvel ou ce genre de choses. Tu as vraiment eu Bayern et Milan en gros. Ouais, au début j'avais Paris qui était ils voulaient savoir un peu en fait là, comment ça se passe, je vous explique, c'est que après ils ont vu ton salaire, ils ont fait non, après ils ont vu le salaire de Fabien, c'est pas possible. En fait, ils commencent par ça, les clubs ils commencent par ça, ils commencent par se dire ok, on attend sur ce poste là, on attend sur ce poste là, etc. Donc des fois ils appellent même pas parce qu'ils savent en gros qu'ils n'ont pas l'argent pour tel ou tel joueur en fait, tout simplement. Donc quand mon agent parce que je lui ai dit, il appelle toutes les équipes d'Euroleague et on voit, et quand il appelle Paris ils disent oui, on adore le joueur machin, mais il veut combien? Donc voilà, et tout de suite ça a fermé la porte. Ça a été trop cher. Pas de club français, mais Milan. Comment on change de pays? Est-ce que tu connais la langue? Est-ce que tu parles italien? Est-ce que voilà, est-ce que tu manges mieux? Est-ce que la bouffe est meilleure en Italie? Les pâtes ou la paella? Enfin, toutes les questions à la con qu'on a. Non, mais voilà, comment tu changes à l'intersaison? Comment tu passes en Italie? Ouais, premièrement, le déménagement était assez galère, on va dire. Il fallait changer de la maison carrément qu'on avait achetée en Espagne pour partir sur un appart sur Milan, parce que les prix de l'immobilier à Milan, c'est quelque chose. On en parle un autre jour, mais c'est quelque chose. On va faire une émission spéciale sur l'immobilier à Milan. Comparatif Paris-Milan. Ouais, non, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, beaucoup d'organisation. En fait, le plus important, c'était où est-ce qu'on va mettre les enfants à l'école, où est-ce qu'on va vivre. Et voilà, c'était vraiment ça le plus important. Mais est-ce que tu t'es dit, juste Fabien, je reviens là-dessus, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, comme c'est le cas pour d'autres joueurs, je laisse ma famille à Madrid, puisque de toute façon je sais que je vais jouer que 1 an ou 2 ans, je vais jouer 1 an ou 2 ans à Milan, et après je reviens et je finis ma pré-retraite, ma post-carrière à Madrid? Moi, dans ma tête, c'était impossible que ça se passe comme ça, mais j'ai quand même demandé à ma femme qu'est-ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit, mais ça va pas ou quoi? On a 2 enfants de 1 an et 3 ans, et elle m'a dit, tu crois vraiment que je vais passer 2 ans toute seule avec les deux? Donc, à galérer. C'était évident dans ma tête aussi, je peux pas passer autant de temps. J'essaie d'être, malgré les horaires, les voyages, etc., j'essaie d'être très, très présent pour ma famille, et ça, pour moi, c'était impossible. J'étais 2 semaines sans eux, je suis venu 2 semaines avant, et ça a été très très long, donc ça aurait été très compliqué. Donc non, il fallait que tout le monde vienne. Qui c'est qui s'est occupé de te faire découvrir Milan, tes coéquipiers, le club? Est-ce qu'il y a un mentor dans l'équipe, une petite intégration, quelque chose? Alors Chevon Shields m'a beaucoup aidé, surtout au début, parce que ça a quand même sa 5e année à Milan. Mais c'est vrai que même l'organisation ici, c'est vrai que quand je suis arrivé, il y avait limite un guide avec les restaurants, évidemment les trucs de shopping et tout ça, etc. Parce qu'il faut dire qu'Armani, il contrôle Milan de A à Z, donc même les restaurants sont limite à lui. Donc c'était assez facile, honnêtement. Après, je pense que aussi la maturité en tant que sportif et tout ça a fait que pour moi, ça a été plus facile. Donc gros changement, parce que j'ai pris une claque énorme quand je suis arrivé dans l'appart et que j'étais tout seul, etc. Et je me suis dit, waouh, limite, j'avais pas envie d'être là, mais c'était juste le choc émotionnel, en fait, de vraiment être parti de Madrid à ce moment-là, quoi. C'est pas genre je pars en vacances, c'est voilà, ça y est, on est là pour 10 mois. Et ça a pris 2 jours. Une fois que j'ai commencé avec l'équipe à m'entraîner et tout ça, ça y est, c'est reparti, quoi. Ça revient naturellement parce qu'on fait vraiment ce qu'on aime. Je fais un travail que j'aime. Voilà. On parle du sportif, on parle de la saison de Milan. Non, elle a juste pas répondu, Fabien. Une nourriture française ou nourriture française? Oh, non, française, espagnole ou italienne? Espagnole, française ou nourriture italienne? Écoute, c'est bon italien. Très compliqué. Mais moi personnellement, vu que j'ai une nutritionniste depuis 5 ans qui me laisse pas manger tout et n'importe quoi, honnêtement la bouffe espagnole est très simple. C'est parce que le poisson c'est ultra facile. Enfin voilà, je mange poisson et légumes presque tous les jours. Mais je vais pas te mentir que quand je tape dans une pâte carbo et compagnie, ça fait bien sûr, magnifique. Bien sûr. On est d'accord, on est tous d'accord. On se prive pas de tous les délices de l'Italie. Tous les hôtels, il y avait que des pâtes ou du risotto. J'ai dit, mais le poisson,
non, il faut prévenir avant. Je dis, ok, vous inquiétez pas, il faut prévenir avant, parce que là, c'est pas possible. C'était trop, non. Par contre, vraiment, c'est très, très bon. Très, très bon, rien à dire. Mais vrai, les pâtisseries françaises sont imbattables, par contre. Ça, c'est carré. Ah, ça oui. Et le beurre de micelle quand même. Ah. Pas déconner. Mais ça, c'est vous, les mecs de l'Ouest, là. Mais pardon, le beurre de micelle, c'est exceptionnel. Le beurre de micelle, c'est Non, obligé. Madame espagnole, à la maison, elle, le beurre de micelle, elle respecte aussi. Ah voilà, c'est normal. Tu vas pas commencer à trash talker un breton sur le beurre de micelle. Le jour où Mais tu c'est ce que goûtes. j'ai dit. c'est ce que pas j'ai dit, mais possible. c'est pareil pour Faisal. Hein. Oui, non, mais le c'est les jour- mecs de l'Ouest. Mais oui, moi je suis passé de Paris à Angers. Le jour où tu goûtes du beurre de micelle, tu peux plus refaire un marche en arrière. C'est terminé. Merci, Terminé, ça je te le dis. fait plaisir. Nils, comment tu vois la saison de Milan? Et comme ça, on en parle avec Fabien. Avant de jouer, parce qu'il faut qu'on joue rapidement avant de libérer Fabien. Il faut qu'on Un petit joue. jeu pour lui. Allez, Nils, Ouais, moi je voulais savoir, il y a eu un début de saison qui était un peu compliqué, Fabien, et puis d'un coup on a l'impression que vous avez enclenché quelque chose. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'au niveau du coaching, il y a eu un changement, ou est-ce que c'est le groupe? Est-ce que c'est juste la mayonnaise qui a pris? Ouais, ça a été un début de saison mais ultra compliqué. Si je dis pas de bêtises, on était à une victoire, 5 défaites. Vraiment au fond du sac, quoi. Vraiment, c'était très compliqué. On enchaînait vidéo sur vidéo. Enfin, c'était comme si on sortait pas la tête de l'eau, quoi. Et je pense que il y a eu quand même une signature hyper importante. Ça a été celle de Nico Mannion, qui est arrivé, si je dis pas de conneries, en novembre, qui nous a fait énormément de bien, parce que c'est vrai que voilà, les signatures des meneurs, ça restait deux jeunes meneurs, c'est Dimitrijevic qui n'avait pas d'expérience sur Euroleague et Bolmaro, qui pour moi est plus efficace en poste 2 en fait qu'en poste 1. Donc ça lui a donné beaucoup l'arrivée de Nico Mannion a donné vraiment beaucoup d'air à l'équipe, ça a fait du bien d'avoir un vrai meneur, et vraiment ça nous a équilibré dans beaucoup de choses. Après, je pense que Nico Mirotic et Zaglede ont élevé leur niveau de jeu à un moment donné. Ça n'a rien à dire. Et puis voilà, la mayonnaise a pris en fait. On a commencé à gagner 1 ou 2 matchs, on a pris confiance. Parce qu'au début de saison, on gagnait vraiment personne. On a gagné Paris de 2 points et tout le monde nous disait, on avait l'impression de dire, ouais, on gagne même pas contre Paris. Et en fin de compte, après, on se rend compte que c'était une super victoire. Personne. C'est ça en fait. Et en fin de compte, bon bah ouais, après on fait je crois 7 sur 8 ou 8 sur 9 et on se remet presque en play-off et depuis c'est en dents de scie, quoi. C'est vraiment, on est un peu vraiment imprévisible, quoi. On est capable de battre le Pana et derrière perdre à Berlin, quoi. Je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour eux, quand même, c'est une équipe on doit pas perdre avec l'effectif qu'on a, quoi. Mais, on est très en dents de scie sur toute la saison, quoi. Et je pense qu'on a notre place. On est une équipe de play-in et si on finit bien la saison, on fera les play-offs. Mais voilà, on n'est pas aujourd'hui au début de saison. Je l'ai dit direct, on n'est pas une équipe de Final Four. Il y a des équipes qui sont bien meilleures que nous, quoi. On a sorti un petit extrait du match de la semaine dernière où on a Ettore Messina sur le banc qui passe un petit savon parce qu'il y a eu un petit 1 contre 1 qui a été mal joué juste avant. Et en plus, tu es sur la vidéo et tu fais aïe, 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 il va se prendre cher à mon coéquipier. Je m'en souviens plus qui c'était à tes côtés. Dimitrijevic. Ouais, c'est ça, c'est Dimitrijevic. Comment c'est de jouer avec Messina? Tu l'as rappelé en début de saison, c'était tellement compliqué qu'il y a même eu des rumeurs. Est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose dès cette saison et tout? Comment toi tu le vis à titre personnel, ta relation avec lui? Est-ce que tu te sens plutôt bien ou c'est pas facile tous les jours avec lui? Bah écoute, moi honnêtement j'ai une très bonne relation avec lui. Je pense qu'il a beaucoup de respect pour les anciens, on va dire, et il est beaucoup plus dur avec les jeunes, chose que c'est là que nous, les anciens, on est très importants justement pour essayer de parler avec les jeunes, parce qu'en fait, c'est une personne qui croit vraiment à la discipline, à la rigueur, et en fait, même lui, il le dit, en fait, il dit, moi, ce que j'adore, c'est vraiment, tous les jours, vous touchez le nerf. Tu sais, quand on te touche un nerf et que ça te fait sursauter comme ça, ben, il adore faire ça tous les jours, quoi. Donc, c'est vrai que des fois, ça, c'est bien, et des fois, ben, t'as les joueurs, ils en peuvent plus, quoi. C'est comme à un moment donné, tu le sens plus ton air, je veux dire, voilà. Donc c'est pas facile, honnêtement, pour les jeunes joueurs surtout de jouer pour lui. Maintenant, c'est pour ça que je pense qu'on a aussi un peu de débat, c'est que c'est pas facile d'enchaîner les matchs et des fois faire une vidéo derrière après avoir perdu de 30 points, t'enchaînes sur une vidéo d'1h30 derrière, c'est pas évident. Maintenant, je pense son but est bon, en fait, c'est juste que des fois la manière est mal comprise. Donc c'est là que moi j'essaie d'être un peu
pas faire comme l'assistant coach, mais vraiment être le message entre l'entraîneur et les joueurs. Genre expliquer que s'il est sur ton dos, c'est quelque chose, c'est parce qu'il veut que tu sois meilleur, c'est parce qu'il veut mieux, etc. Maintenant, j'arrive à comprendre le joueur aussi on arrive en mars et que ça soit dur de continuer à prendre des claques sans arrêt, quoi. Donc vraiment, mais c'est une personne qu'on ne changera pas. C'est un entraîneur qui est très très rigoureux, qui a une discipline. Il a eu le CSK, le grand CSK, il a eu le Bologne. Enfin, voilà, il a connu tellement de grands joueurs. Il a coaché en NBA. Enfin, donc sa demande est constante et il veut toujours le meilleur, que ce soit un entraînement, que ce soit un match. Vraiment, même les entraînements, je dirais que il va encore mieux que pendant les matchs, quoi. Cyril, petite question et après on aura des questions rapides et on va jouer avec une question Fabien. Juste pour rire, après une dernière question. Par rapport à ce que disait Faisal sur le temps mort, est-ce que tu as été acheter une raquette de tennis pour jouer ce putain de 1 contre 1 Je vais vous en répondre, dans l'absolu, c'était juste histoire de. Voilà. Mais c'est vrai que ce temps mort est assez incroyable. Non, moi j'ai juste pour. Est-ce qu'à un moment comme ce que tu dis peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, tu as eu des contacts avec Paris, mais est-ce qu'il y a un moment, comme l'a fait Nando par exemple, sur sa fin de carrière, est-ce que revenir en France, alors, je vais pas te dire jouer, parce que si tu veux sûrement continuer à jouer en Euroleague, mais pas jouer à Cholet ou pas jouer au Havre, mais surtout pas au Havre, parce que c'est quand même, c'est N1 je crois maintenant. Ah non. Mais est-ce que voilà, tenter une dernière aventure avec l'Asvel ou Paris ou pourquoi pas Cholet, pour revenir juste sur de la Betclic, est-ce que c'est quelque chose vraiment c'est pas possible ou c'est quelque chose qui peut t'intéresser sur un dernier contrat? Écoute, je me suis jamais posé vraiment la question en fait. Mon idée de base était que le contrat que je vis au jour d'aujourd'hui, ce serait le dernier. Dans le sens où j'ai signé 2 ans, mais avec option à la fin de la première année de Milan. Maintenant, c'est vrai que cette année a été spéciale parce qu'il y a une blessure qui m'embête quand même, qui m'agace depuis plus de 2 mois. Et j'ai vraiment, c'est comme si c'était une épine sur le pied que tu as envie d'enlever et derrière de pouvoir vraiment profiter à fond de ce qui reste, quoi. Et là, j'ai l'impression de pas pouvoir parce que je suis pas à 100% physiquement, quoi. Mais d'un autre côté, j'ai la petite voix qui me dit peut-être que tu seras jamais à 100% parce que tu vas prendre 38 ans, tout simplement. Donc voilà, c'est beaucoup de questions que j'ai dans ma tête et je pense qu'il y a pas mal d'athlètes avant de prendre leur retraite qui pourront en témoigner, mais c'est effrayant honnêtement d'arriver en fin de carrière et parce que tu sais pas vraiment ce que tu veux faire et parce que tout ce que tu as vécu pendant 20 ans, et j'ai la chance d'avoir joué 20 ans professionnellement au basket, ça a pris toute ta vie en fait, tout ton temps en fait. Donc partir sur autre chose sans vraiment savoir ce que tu vas faire, c'est effrayant. Donc tout simplement. T'as une idée de reconversion derrière? T'as quelque chose dans la tête déjà? Oui et non, tu vois. Enfin, non, je vais dire que non, parce que j'ai pas quelque chose où je suis 100% sûr que je veux faire. Donc, je préfère dire que non, parce que j'aime bien vraiment être sûr de moi quand je veux faire quelque chose. Donc, non. Et je pense que c'est une partie pourquoi c'est pas évident de prendre le pas, tout simplement, vers une retraite. Même si, voilà, comme je dis, j'ai joué au meilleur niveau Euroleague pendant des années, etc. J'ai bien gagné ma vie. Voilà, j'ai pas de stress à ce niveau-là. Mais je suis quelqu'un je suis hyper actif en fait. L'été, je peux pas m'arrêter, je pense à 1000 projets en même temps et sauf que là, je sais pas ce que je veux faire. Donc, attention, Milan, 2 ans, tu peux finir en banqueroute. Hein. Le loyer, les magasins de mode, la bouffe, ça peut mal finir. Attention. Ouais, clairement. Ouais. Nils, une dernière question et après j'ai 3 questions rafales à poser à Fabien. Ouais. En fait, c'est la 155e dernière question qu'on est en train de faire. Il faut le faire parce qu'il faut. Ça va être rapide. Est-ce que Giorgio Armani t'a rincé en costume un peu, Fabien? Il t'a rentré ta garde-robe? Non, mais il a fait payer. Hein. Non, attendez, ça par contre c'est génial. Armani pour Noël, il te file un chèque cadeau où tu peux aller au magasin et tu te fais plaisir. Ah, de combien? C'est pas la question. C'est pas 49 € comme nous. T'as pas chez Célio. Honnêtement, j'en ai ramené, j'ai ramené 2-3 costumes d'Armani quand même. Ça va. Ah, donc on est sur le bon chéco, c'est 5 000 €. Un joli chèque. Un joli chèque. Petite question rapide. Quels sont les 4 clubs que tu vois au Final Four cette saison? Tu as le droit d'inclure Milan, bien sûr. Les Grecs, Olympiakos et Pana. Je trouve que Fener est en train de vraiment... Bon, ils viennent de 2,30 m, donc c'est un peu sur le moment, mais honnêtement, ils sont sur une montée et je trouve que Sarras est en train de vraiment de très bien les coacher, donc je les vois bien. En fait, ce qu'il y a, c'est que les 2 premiers, je les ai, clairement, mais derrière, les playoffs sont c'est incertain, on va dire. C'est serré. J'aimerais bien... je vais pas mettre Milan,
mais je vais mettre Monaco. Fener Monaco. J'aime bien Monaco. Donc les 4 premiers. Ouais. Oui, c'est vrai. Comme beaucoup de monde en ce moment qui met les 4 premiers finalement. Ok. Honnêtement, il y a une équipe que je verrais vraiment, que je vois bien embêter n'importe qui ils vont jouer, ce sera Partizan s'ils se mettent en play-off. Ouais, c'est clair. Parce que c'est une équipe qui a joué et ils jouent de mieux en mieux, je trouve. Et pas l'étoile rouge? Je suis pas fan. S'il y a une équipe en rouge, C'est l'équipe en rouge, oui, autant Voilà. que ce soit Milan. autant que ce soit Milan qui soit un petit peu plus loin. Milan qui Il y a jouera Ah, c'est pas rouge. à Oui, l'Étoile c'est vrai, c'est vrai. à l'Étoile Rouge, Monaco. à Paris, au Real pour les 3 prochaines journées, Oui. contre le Barça, à Bologne et contre Baskonia. Voilà le programme, Fabien, pour finir votre saison régulière. Encore C'est chargé. quand même du sacrément Oui, c'est costaud. encore chargé. Encore chargé. La double week, Ouais, elle est c'est pas chargé. simple. La double week, elle est pas simple. Après, là, ce qu'on disait, c'est là, on a 15 victoires. Avec 19, certainement, tu te mets vraiment en play-in au moins. C'est quelque chose qui est faisable, je pense. Le match à l'Étoile Rouge, là, est vraiment clé pour nous. Vraiment gagner à l'Étoile Rouge, ça serait quelque chose d'énorme. Parce qu'aller gagner à Paris, aller gagner au Real, ouais, c'est pas cadeau, hein, mais bon. La saison était comme ça. Toute la saison a été difficile. Il n'y a pas eu de match vraiment facile. Et les matchs faciles, on les a souvent perdus. Donc voilà. Le play-in ou le play-off passe par là pour vous avec Milan. Fabien, avant de te libérer, on va jouer parce qu'on va parler dans le fast d'une bataille de génération. On a créé 5 équipes générationnelles avec Squeak. Vous pouvez réagir également aux commentaires et sur nos réseaux. On se demandait quelle équipe vous préfériez pour gagner face aux autres. On a 5 eras. Les joueurs nés en 2000, les joueurs nés en 90, 80, 70 et les joueurs nés en 60 et 50. Je vous donne les équipes, messieurs, on en reparle dans le fast. On va juste demander l'avis de Fabien. Fabien, l'équipe née en 2000 est composée de Théo Malédon, de Tarik Biberovic, de Rokas Jokubaitis, de Philippe Petrousev et de Jalen Horde. L'équipe des 90 avec Kostas Loukas, Mike James, Sacha Vezenkov, Nikola Mirotic et Walter Tavares. Les 80 dont tu fais partie, De Colo, Navarro, Spanoulis, Diamantidis et Heinz. On remonte dans le temps, les joueurs nés en 70, Papaloukas, Jazikevicius, Ginobili, Bodiroga et Vucic. Et puis les vrais OG, Nikos Galis, Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Meneghin et Sabonis. Est-ce que tu as une équipe préférée, Fabien, de tout ça? Nous, on en débat juste après dans le fast. Ouais, préféré, ça va être avec mon joueur préféré, c'est avec Ginobili, quoi. La 70. Ouais, je pense. Elle est Même bonne. si Belle équipe, celle des années 60, attention, je les ai pas vus. Honnêtement, je les ai pas vus jouer, donc ça serait facile, mais de nom comme ça, c'est assez impressionnant quand même. On va en reparler, nous, dans le fast. On va faire une dernière chose avec toi, Fabien, c'est qu'on va deviner un joueur. Alors là, c'est le dernier jeu. Voilà, on a eu la dernière question. C'est le dernier jeu avec avec notre le nouvel partenaire album Panini. Vous pouvez gagner des albums sur nos réseaux. Vous allez poser des questions au fur et à mesure et je vais vous dire oui ou non. Et je vais prendre ce joueur-là Ok. pour deviner. Fabien, tu peux commencer. Tu me poses une question, je te réponds par oui oui ou par non. non Tout à fait. sur Confirmé. ce joueur. Ok. Est-ce qu'il est meneur de jeu? Non. Nils, à toi. Est-ce qu'il est américain? Non, il n'est pas américain. Est-ce qu'il est européen? Oui, il est européen. Très bien. Une proposition? Pas de proposition pour Pas de l'instant. proposition. Ouais, Trop tôt pour faire un choix. Peut-être Fabien. Hein. Bah, Et toi, ce serait très drôle. Ce serait très drôle. Ce serait très drôle. Est-ce qu'il joue en France? il ne joue pas en France. Fabien, c'est à toi. Est-ce qu'il joue en Grèce? Il joue en Grèce. Tu as le droit à faire une proposition. Et il est européen. Ouais, mais après, est-ce que Tu je sais perds qu'il n'est mon- pas meneur. Non, tu perds sais- pas ta proposition. Tu as le droit de faire une proposition et tu en auras d'autres si tu trouves une bonne question. Vezenkov? Ça n'est pas Sacha Vezenkov. Nils, à toi. Est-ce qu'il joue au Panathinaikos? Absolument pas. Faisal, on commence à se rapprocher. Est-ce qu'il est intérieur? Oui. C'est Milutinov. C'est Nicolas Milutinov. Bravo Faisal. Merci. J'ai pris un joueur qui jouait en rouge dans ce paquet Panini où il y avait également Ante Zizic de la Virtus, Ignace Brasdekis du Zalgiris, Gabriele Procida de l'Alba et Konstantinos On Mitoglou. n'a pas dit mais 5 du points Pana. pour le quiz tout à l'heure. Ce sera un point pour Ah, toi. c'est- On te souhaite une très belle fin de saison avec Milan. Peut-être qu'on va te retrouver en play-in. Un Paris-Milan, c'est pas impossible en
en play-in ou peut-être même en play-off directement. Comme ça, tu serais directement qualifié pour la suite de la saison pour espérer le Final Four à Abu Dhabi. Ce serait un beau changement. Ça aussi, tu l'as pas fait dans ta longue saison. Dans ta longue carrière de saison. Le Final Four à Abu Dhabi, c'est pas possible. Hein. dans tous les cas, c'est pas possible. Une première. Donc voilà. Merci beaucoup Fabien. Merci. Bonne fin de saison. Merci beaucoup les gars. Merci à toi et nous, on passe au Fast. Le Fast avec 3 thèmes cette semaine, on en a déjà un petit peu spoilé un. Ouais. Cette bataille des générations. Les joueurs nés en 1970 choisis par Fabien Causeur. On va remontrer, grâce à notre réalisateur Nathaniel Frey, cette infographie. Quelle ère vous préférez? Je vais vous spoiler. Ouais. Parce que Fabien Causeur a dit années 70. Ah, c'est la même. C'est mon choix aussi. Ah. C'est mon choix aussi de prendre. Quand on a bossé dessus, j'hésitais, toi, c'est entre la 80 et la 70. Je pensais que tu hésiterais entre les deux. Alors j'ai hésité entre 70 et années 50-60. Ah, ouais. J'ai hésité entre les deux plus vieilles teams, mais j'ai donc pris Papa Lucas, Jazikevicius, Ginobili, Bodiroga et Vucic. Moi, je suis Pourquoi Bah, peut-être parce que dans mon Parce que c'est enfance, ta génération. dans mes jeunes années, j'ai vu de très très près Papa Lucas et Bodiroga, et ça marque parce que tu avais 2 joueurs faux lents. Mais vraiment par rapport au reste du jeu, j'avais des joueurs où je me disais, ils sont très très lents, comment ils font? En fait, comment ils font ces joueurs-là pour arriver à dominer, avoir cette impression. La Doncic maintenant. Ouais, cette impression de facilité, alors que tu as l'impression qu'ils ont 25% de vitesse en moins par rapport Après, aux t'es sur une télé en noir et blanc. Non, j'étais dans les tribunes. Donc, en fait, la vitesse de la télé n'était pas la même, mais j'étais dans des en dehors de tribunes. ça, c'est une autre génération aussi de façon de jouer. Ouais, c'est bien sûr. Mais voilà, plus Ginobili qui est quand même un fan favorite absolu. Donc moi, je suis comme Fabien Causeur, je suis team 70s. Moi, c'est la 90s, forcément. Ouais. J'ai vu les joueurs qui jouent actuellement, Bien sûr. qui dominent actuellement. Après, celle des années 80, elle me plaît beaucoup. Il a fait son choix. Années 80 pour Nils. Est-ce que... Toi, tu veux pas répondre. Fais ça, il va répondre. Parce qu'en fait, j'hésite je sais encore. pas pourquoi il hésite. Voilà, il J'hésite hésite encore. Si en on fait. s'appelle quand et on enregistre la fin de l'émission. Hein. Mais c'est pour ça, je te laisse la parole. Bon, personne ne prendra la 2000 parce que, pas se Non, mentir, bah, elle a un 2000, peu claqué quand même. Hein. Elle est trop tôt. Non, elle est Pour tout te claquée. dire, pour Elle est tout te trop dire, tôt. Non, elle est claquée. j'hésite honnêtement. Tu es méchant pour rien. Oh, Vas-y, Je suis vas-y. méchant, désolé, dans 10 ans, cette équipe-là sera toujours autant claquée. C'est une belle T'en sais équipe, rien. mais. T'en sais rien. Si, je sais. Je sais déjà. Il sait. Manifestement, il sait. Donc, il m'aura le loto après. Donc, tu prends laquelle? Moi, alors, pareil, j'ai pas beaucoup vu jouer, mais je me rappelle quand même un peu des années Sabonis en NBA. Ouais. Alors, c'est pas de l'Euroleague, mais moi, mais c'est alors, pour être honnête, Sabonis en Euroleague, j'ai 0 souvenir. Par contre, Sabonis en NBA avec Portland, je trouve ça incroyable. Petrovic avec les Nets, c'était juste exceptionnel. Pour moi, c'est Kukoc. Kukoc avec les. Forcément. Alors Kukoc, que ça soit. Alors moi, je l'ai vu d'un autre prisme parce que je me rappelle de cette finale avec Limoges en 93. Donc je l'ai vu avec le prisme français. Plus sur l'interception de Forte. Sur, Ah oui, celle où il y a faute de Kukoc. Forte sur Kukoc. Il n'y Oui. a pas faute. Ça, c'est un mec du Berne. Voilà, Ça, c'est la c'est- chocolatine, voilà, ça. Ça, c'est je chocolatine. voilà. Voilà, c'est cadeau pour pouvoir discuter un petit peu dans les Bien commentaires. sûr. C'est pour vous. C'est le bingo, le 4e bingo Ah, de ça, les Bernais, Maria, c'est ça. c'est comme les mecs de l'Ouest, hein, c'est pareil. C'est terrible. Beurre de Micelle, On fait des chocolatines avec du beurre de micelle ou pas? évidemment. De toute façon, tout se fait avec du beurre de Micelle. Je suis pas sûr. surtout hein. les Chocolatine, pâtisseries. je suis pas sûr. hein. Moi, je te le dis. De toute façon, on fait des chocolatines, point. Quelle équipe? Mais Toi, ça t'es va, les chocolatine, gars, toi Évidemment que je suis fait chocolatine, enfin. C'est pas Fabien Causeur qu'il va falloir inviter, hein. C'est Cyril Lignac, là, les gars. Oui, c'est Dinia. Ça se trouve, il aime le basket, hein, on pourra faire une bonne émission avec lui. C'est quoi la question? C'est chocolatine ou chocolatine? Alors moi déjà c'est pas au chocolat, mais parce que je suis parisien. Mais non, je vais prendre les années 80 comme Nils. Déjà parce que ça correspond au jeu que j'aime et surtout je pense qu'il y a les 2 gods de l'Euroleague en fait, que ce soit Diamantidis et Spanoulis. Si on parle que d'Euroleague pure et dure, pour moi c'est vraiment une équipe qui est une équipe d'Euroleague en fait. Même si c'est pas très grand parce que Calerine c'est pas très grand. Donc on n'a pas vraiment de poste 4 parce qu'on a eu du mal à trouver un. On a eu du mal à enlever T'as pas de poste 5 finalement en fait, Spanoulis, grand, quoi. Diamantidis. Ouais. T'as pas un Poste 5, on a même essayé avec quatre, Philippe hein. Reyes aussi. Qui représente une longue période sur Ah, l'Euroleague, Reyes, mais ouais. La longévité de Heinz.
Ouais, mais après Heinz, tu vois, Heinz face à des mecs comme Poirier, Tavares, etc., c'est un peu différent en fait. Et il l'a fait, en vrai. Bien sûr qu'il l'a fait, bien sûr qu'il l'a fait. Mangé, malgré sa taille, on n'a pas arrêté de dire. Aussi. Heinz de mettre à l'intérieur, et n'empêche qu'il a toujours bouffé tout le monde en face. Choisis une équipe, Faisal. Donc si je dois Faut faire prendre un choix, là. l'équipe qui gagne, années 80. Années 80. Donc vous êtes 3 On est 3 sur les années 80. à avoir pris les années 80 avec Nando De Colo, avec Juan Cannavaro, avec Vassilis En Panouis, plus, la musique des années 80, c'est quand même. mais Dimitris Diamantidis et Kyle Hines. Nous, on n'a pas fait le choix. Nous, on n'a pas dit notre choix qui gagne. Moi, c'était quelle équipe te plaît le La plus. question, Voilà, c'est la question, c'est qui gagne, which hein, wins. Quelle Si équipe tu me gagne? demandes qui gagne, Qui tu prends pour gagner? Ça fait 10 minutes qu'on fait un débat et Nils n'a pas posé la question en J'ai fait. rien compris. L'équipe, c'est quelle est la meilleure équipe? Elle s'écrit en anglais, c'est pour ça. En fait. C'est ça. Mais c'est systématique, il écoute pas. On lui dit tout le temps. Faisal, toi que t'avais pas assez de ce jeu, tu voulais le compliquer Moi, je encore. voulais compliquer ce jeu, parce que j'adore ça. Vous prenez un joueur par Après, ils se demandent décennie les pour problèmes de faire relations, un top machin, 5. etc., dont on parlait tout à l'heure aussi. Oui. Je vais tout compliquer. Exactement. Vous prenez un joueur de chaque génération. Donc un joueur Vous par avez ligne. il y a 5 générations, là, 5 équipes générationnelles. Un joueur par génération. Je te donne le mien. Oui, avec plaisir. Je vais prendre Théo Malédon dans les 2000. Qui ne prend pas Théo Malédon dans l'équipe des 2000? Peut-être moi. Ah, vas-y, Ah. je vais le laisser Alors, réfléchir à. je pense que Je prends Théo Malédon dans l'équipe Ah, ok, des. tu prendrais- Ok, je prends Théo Malédon dans l'équipe des 2000. Je prends Sacha Vezenkov dans l'équipe des 90. Oui. Je prends Juan Cannavaro dans les 80. Je prends Manu Ginobili dans les 70. Oui. Et je prends Arvidas Sabonis Ok. dans les années On a 50. quasiment la même équipe. 60. Je vais juste changer Juan Carlos Navarro par Spanoulis. Dites-nous dans les commentaires si vous nous regardez sur YouTube ce que vous mettez dans cette équipe, si vous en prenez un par ligne, si vous êtes sur les plateformes audio. Venez sur YouTube et mettez-le quand même dans les commentaires. Exactement. Cyril réfléchit encore. Ouais, Nils. Donc Nils, on va se tourner vers toi. C'est dur. Bah oui, Comment mais être, le visuel. Le visuel, ouais. Heureusement que je te l'ai pas envoyé sur WhatsApp avant de préparer cette émission 3 heures avant quand même. Absolument. On prépare dur. Oui, bah, Il faut le réfléchir à savoir. préparer cette émission. Allez, un joueur par ligne, Nils. Qui tu prends dans les 2000? Je prends Petrousev en 2000. Ok. Je prends pas Malédon juste parce que il y a trop des bons meneurs sur les autres lignes. Je prends Soulkas dans les 90s. Ça se peut comprendre. Je prends Kyle Hines dans les 80s. Ouais, c'est mon intérieur de cœur, Kyle Hines. Je prends Manu Ginobili dans les 70s. Bien sûr. Et du coup, il me faut un 3. On Bah. va prendre Tony Kukoc. Ok. Petrousev, tu vois. Un vrai choix différent quand même. L'équipe est belle en vrai. C'est difficile de faire une équipe pas très jolie quand Ouais, même. franchement, là, C'est oui. compliqué de. Donc, de pas faire. il va nous faire sauter au Il plafond. manque des légendes. Hein. Bah, c'est ça. Mais Nils a vraiment changé. Nous, on avait un petit peu la même idée. Ouais. Nils a vraiment changé. Cyril, toi, tu Je as. vais changer aussi, mais parce qu'il y a un joueur, je peux pas passer à côté. Donc, Quel est le joueur que tu me Pour l'instant, on a tous Ginobili, je crois. Tous les 3, on a Ginobili pour Ouais. l'instant. et moi, je l'aurais pas. Aïe, aïe, aïe. Quel est le joueur que tu voulais prendre absolument toi Petrovic, je peux pas passer à Le côté. mec. Ok. C'est pour Ok, moi. Sabonis. Alors, le problème, c'est qu'ils sont sur la même ligne. Donc, C'est la même génération, donc faut choisir. Malheureusement, si c'était sur deux lignes différentes, j'aurais pris Sabonis, mais Petrovic, pour moi, c'était le basketteur moderne ultime avant tout le monde, en fait. Donc, voilà, c'est le Tout jeu. le monde semblait être unanime à l'époque sur Petrovic. Ouais, mais en plus, enfin, tu vois, tu parlais de mecs qui avancent pas et qui vont à 2 à l'heure. Lui, il allait vite et on a toujours dit le Mozart du basket européen, Bah, etc. ouais, Enfin, mais- pour moi, j'ai du mal à passer à côté. Après, c'est vrai que la logique voudrait que je prenne Sabonis pour réfléchir un peu mieux mon équipe, mais j'ai du mal à mettre le cœur de côté. Donc, j'ai prends un souci en Petrovic. 5, donc je vais mettre un 4 en 5, je vais mettre Bodiroga Ok. sur la team 70, qui était quand même plutôt pas mal quand même, hein, Oui. bon petit joueur. Je vais sûrement vous surprendre, mais je prends De Colo à la main. Parce que De Colo à son prime, Bah, exceptionnel. c'est juste un joueur Non, mais la ligne 4 exceptionnel. La ligne 80, pour moi, c'est Ah ouais. Ouais. impossible. Tu peux prendre n'importe qui. C'est pas un mauvais choix de toute façon. Il n'y a pas de mauvais choix. Ouais, ça. ouais, clairement. Il n'y a que des bons choix pour être plus précis. Vezenkov dans les années 90, et comme Nils, je vais prendre Petrousev dans les années 2000. C'est grand, hein, ton équipe, au final. Hein? C'est plutôt grand, ton équipe. Ouais, on joue grand, mais on moi, est capable de changer sur tous les postes. Ouais, ça défend pas de ouf. Donc, dans l'ordre, De Colo. Trousse. De Colo, Petrovic, Ouais, Vezenkov, Petrousev et Bodiroga. On fera la même chose avec des sommes d'argent la prochaine fois. Comme ça, ce sera comme ça. encore plus. Oui, comme ça sera beaucoup plus difficile. Encore Comme on plus a vu. compliqué. Ah, mais là, Vous- le problème, c'est que Mac James, c'est 3 millions.
Vous nous dites en commentaire quelle Sur Insta. ERA vous avez choisi. Donnez votre avis. Hein. Sur YouTube ou sur Insta, dans ces 25 noms. C'est les 25 ans de l'Euroleague, c'est aussi notre manière de le fêter. On enchaîne dans ce face, messieurs, avec Daniel Theis. Est-ce que c'est le chaînon manquant de Monaco? 21 points, 7 rebonds, 6 fautes provoquées la semaine dernière dans la victoire 91-79 de Monaco à Paris. Est-ce qu'il vous a Un peu différent dans le match de Betclic, mais... impressionné? Il n'a pas joué en Betclic ce week-end contre Paris. Du coup, effectivement, les stats sont moins bonnes, Cyril, en effet. C'est une bonne analyse de ta part. De gagner facilement. Moi, je veux bien commencer parce que on était au match avec Faisal, on était dans la salle, et c'est vrai que tout le match, on s'est dit « Waouh !» Il y a un truc qui change, mais fondamentalement. Ouais, et c'est-à-dire que même quand l'avantage d'être dans la salle et de pas l'avoir fait devant la télé, pas de commenter ou de regarder à la télé, c'est que tu peux vraiment te fixer sur lui et regarder en fait ce qu'il est en train de faire. Et bien sûr, il y a le jeu avec le ballon, et après, c'est peut-être mes habitudes de coach qui vont parler, mais avec la balle, bien sûr, dès qu'il a la balle, il finit assez facilement proche du cercle, il doit mettre 3 tirs à 3 points ou un truc comme ça. 2 ou 3, pas plus. Ouais, j'en ai 2 dans la tête, mais bon, c'est... Voilà, il fait une belle réussite à 3 points. Mais dans le jeu sans ballon, il est tellement important. C'est-à-dire qu'il va te faire les écrans en retard, il te fait des bons écrans. Moi, il y a un truc qui m'énerve profondément dans le basket moderne, c'est tous les fake screens en fait. On ne fait que ça en fait dans le basket moderne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un écran qui sert à quelque chose. C'est que des écrans qui servent à rien, ou alors de temps en temps à démarquer le joueur qui doit recevoir la balle. Et encore, tu le fais avec des mains ou ce genre de choses. Là, lui, tu fais des vrais écrans en fait. Et je comprends en fait que l'Allemagne soit championne du monde en voyant des joueurs comme ça. Parce qu'avec un bon coach qui met en place les bons principes de jeu pour des joueurs de ce style-là, c'est pas un joueur qui va t'enflammer le truc en fait et qui va te faire tu vois, c'est pas un Mac James qui va te prendre un shoot à 10 mètres. Non, mais c'est la solidité, la robustesse incarnée en fait. Et puis il y a tout. Ça bougera pas. Il y a tout, c'est-à-dire que capable de shooter de loin, va te poser des bons écrans. Malgré tout, il est assez rapide hein, quand il tape son dunk. Il part vite dans la raquette, c'est mobile. Vision du jeu aussi, parce que quand il reçoit le contrôle, on l'a vu souvent ressortir aussi. Franchement, tu le vois toujours faire quelque chose sur le terrain. Il est jamais à un moment, tu vois, il va se reposer et tout. Il a 32 ans, donc il pourrait, tu vois, on se dire c'est bon, je vais être tranquille, je vais pas forcément revenir. Non, toujours là. Il est là au contre, il va arriver derrière, c'est lui qui va remonter un petit peu la balle, il va la laisser, il va aller recourir pour bien se placer. Ça a été très agréable de le voir jouer, et quand tu le vois comme ça, alors c'était peut-être qu'il a surjoué parce qu'il était dans un très bon jour. Donc on était là. Peut-être qu'il lui a apporté comme ça ce bonus, mais il sera peut-être pas aussi performant au scoring et dans l'intelligence de jeu à chaque match avec Monaco. Mais si on arrive à voir ce Daniel Theis pendant les playoffs notamment, là, il va falloir faire attention. Monaco peut embêter du monde, et si ça va au Final, il peut amener Monaco au Final Four. Ouais. Mais beaucoup au Final Four, mais il va falloir se qualifier. Nils, tu avais commenté toi sur le premier match à Milan, justement, de Daniel Theis. T'en avais pensé quoi? Et par rapport au match de Paris, qu'est-ce que tu as vu comme changement? Le premier match, il était discret. Moi, je veux pas m'enflammer. Oui, son apport, il est indéniable. Je pense que c'est le pivot le plus moderne dans la rotation de Monaco. Il avait un rôle de battant, de guerrier sur le terrain en NBA, et forcément, tu apportes ça du niveau NBA à l'Euroleague. Forcément, tu vas dominer, mais en même temps, tout en gardant cet esprit de guerrier. Donc, il va être très très précieux, mais je suis pas sûr qu'il résolve tous les problèmes de Monaco. Les problèmes de on joue pas trop, on arrive, on rentre dans le match tranquillou. Je suis pas sûr que Daniel Theis suffise à résoudre tous ces problèmes. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Je suis d'accord avec toi. Hein, c'est pas son rôle. Il est pas là pour ça en fait. C'est pas le chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'est juste la mentalité de tout l'effectif. Sur la semaine. C'est la question qui est encore mauvaise. Sur la semaine. Tu as cette victoire à Paris très sérieuse où il n'y a pas de décompression, et tu as la victoire à Monaco contre Paris où ils leur en mettent 31. Hier c'est ou avant-hier d'ailleurs, parce qu'on est mardi. Oui. On enregistre lundi, le dites pas. C'est impressionnant. Après, Paris ne voit pas le jour. Hein. Il balance des trucs dans tous les sens. Je pense que Paris, ils sont fatigués. Là, 5 matchs en 11 jours. C'est extrêmement difficile. Le match, il est et encore, comme tu le dis, il manque des joueurs en fait. C'est impressionnant en fait. Le match d'hier, pour moi, il est différent du match d'Euroleague, mais c'est impressionnant. Après, oui, je suis d'accord avec toi, Nils. C'est pas lui qui va révolutionner le vestiaire. Enfin, je sais pas d'ailleurs, mais est-ce que c'est lui qui peut révolutionner le vestiaire, le changer? Moi, je crois pas trop non plus. Maintenant, sur le terrain, il t'apporte un vrai truc. Il t'apporte pas un leadership à la. C'est un leadership différent de ce qu'on peut avoir avec Mac James ou Okobo, ou même Strazel qui joue de plus en plus.
ou Calates quand il était là. Mais il t'apporte un truc, il parle beaucoup, il est très présent, il va voir les joueurs. Qui manquait en tout cas. Peut-être c'est pas le chaînon manquant pour régler tous les problèmes, mais un joueur comme ça manquait à Monaco, un vrai bagarreur qui était dans la hargne et qui en plus était intelligent. Et dans le même rôle, pardon Nils, je te passe la main après, mais dans le même rôle que ce qu'il avait au Celtics, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va créer le jeu. Au Celtics, il y avait les Tatum, tous les mecs autour, etc. Mais lui, il avait ce rôle-là aussi au Celtics. En plus à l'époque, je crois qu'il jouait encore à Boston quand il était là taille. Ouais, mais t'as un mec de devoir à l'intérieur. T'as un mec de devoir à l'intérieur qui va prendre les rebonds qu'il faut prendre, qui va faire les écrans qu'il faut faire et qui va marquer les points quand il faut les marquer. Et c'est parfait en fait dans une équipe comme Monaco. Nils. Ouais, pour enchaîner sur ce que vous disiez, là où par contre, j'attends de voir, mais là où il peut être le chaînon manquant, c'est si il est dans ce rôle qu'avait John Brown à l'époque, de guerrier qui emmène tout le monde avec lui et qu'en plus, en attaque, on a vu, il est capable d'énormes sorties, comme John Brown en était beaucoup moins capable. S'il est capable d'avoir ce rôle et de tirer tout le monde avec lui dans l'envie et tout ça, là oui, ça peut être le chaînon manquant. Après, juste sur le match de Paris, je pense que c'est un petit peu tôt pour tirer ces conclusions-là. 21 points contre Paris, c'est son record égalé en Euroleague, celui qu'il avait réalisé. Nice veut pas s'enflammer. Non. Mais Il a voulu virer Splitter au bout de 2 matchs, mais il veut pas s'enflammer. Non, je peux le comprendre. Il attend depuis tout à l'heure de te la placer, celle-là, voilà, tranquille. On n'attend pas un Daniel Theis à 21 points chaque match, il n'est pas là pour ça. Mais, et puis j'ai peur, si Daniel Theis est à 21 points chaque fois, que d'autres personnes n'ont pas été... Oui, mais est-ce que ça peut pas te rééquilibrer par rapport à un Monaco qui joue beaucoup sur les extérieurs? Oui, et puis t'as des intérieurs qui marquent pas beaucoup de points, que ce soit... JT de temps en temps, il va pas Papagiannis n'a pas du tout joué. Papagiannis... On leur donnait pas le ballon aussi, les intérieurs. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le problème des points à l'intérieur, c'est que ça dépend des extérieurs. S'ils veulent pas donner les ballons aux grands, ils vont pas réussir à les marquer. Ah mais là ils l'ont donné. Là ils l'ont donné. Ouais, à la fois sur du jeu poste bas basique et à la fois sur du pick and roll. Le ballon passait beaucoup par lui. Passait beaucoup par lui. Après face à Paris, on sait que c'est la consigne de donner les ballons à l'intérieur. C'est ça. Toutes les équipes le font. On verra sur la suite de l'Euroleague Daniel Theis, Monaco qui sera au Maccabi cette semaine. On termine le fast avec la NBA. Le duel Jokic, SGA, actuellement en NBA. Il y a un autre match ce soir, ils se sont joués hier soir, victoire de Oklahoma City. Ils enchaînent. C'est beau, ce soir, il y a un deuxième match. C'est bien écrit ça. Hier soir, ce soir. On est entre les deux matchs, entre OKC et Denver, vous l'avez compris. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? SGA qui met 40 points dans cette victoire contre Denver, ou Jokic qui cale 31, 21, 22? Je relis, 31 points, 21 rebonds, 22 passes, c'est ça, contre pour être Phoenix. sûr de ta question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus impressionné entre ces deux performances-là ou qui va être MVP? Qui va être MVP, ouais. Ma question, totalement différentes. écrite sur ma fiche ici, où je ne remonte pas trop parce qu'il y a le quiz derrière, qui a été le plus impressionnant vis-à-vis de la course au MVP NBA? Jokic. Il mélange les deux. Ah oui, je mélange les deux, c'est pour t'emmerder, c'est mieux. Les deux, Jokic performance, Jokic MVP. Jokic performance, Jokic MVP. Nins. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus de cette semaine, avantage Jokic. Il y a un autre truc, il a fait un triple-double, je crois, le triple-double, il l'a après, il reste 10 minutes dans le troisième quart-temps, et il refait deux triple-double sur la fin du match. Voilà. Ce qui est un peu n'importe quoi, on est d'accord, mais... Most valuable player, à un moment donné, t'enlèves Jokic à Denver, ils sont 14e. Je vous donne les chiffres sur la saison. T'es méchant quand même. Non, je suis pas méchant. Si. Peut-être 12. Il y a des bons joueurs comme Il y a des bons joueurs bien entendu. Je vous donne les chiffres sur la saison. SGA, 53 victoires et 11 défaites donc pour le Thunder, 32,9 points, 5,1 rebonds, 6,2 passes. Jokic, 41 victoires, 23 défaites, 28,8 points, 12,9 rebonds, 10,5 passes décisives. SGA est le meilleur marqueur de la saison. Jokic est dans le top 3, points, passes, rebonds. En fait, Jokic, c'est qu'il a banalisé ses performances. C'est comme quand Embiid le prend. En vrai, c'est qu'au bout d'un moment, on est il fait ça tous les ans. Est-ce qu'on va lui donner tous les ans? Mais ah ouais, mais à un moment donné. Oui. Et puis en plus, il le fait tous les ans. Et puis là, c'est encore de plus en plus fort. Il arrive à encore prendre des records là où on pensait que c'était imaginable. Je vois pas dans. Enfin, il y a un monde dans lequel évidemment SGA est MVP, mais des performances où tu as un gros scoreur qui est jeune, enfin là il a quoi, 27, 26, 27, il doit avoir 28. Ouais, un petit peu joli, Je pense qu'il est dans son prime, il amène son équipe dans le sommet de sa conférence, on a déjà vu.
On a déjà vu. Des Kobe, c'est des Durant, c'est qui tu veux. Même Et c'est Jordan. MVP à chaque fois. C'est pas forcément, peut-être pas à chaque fois, Si. peut-être. Mais là, Jokic, c'est du jamais vu. Alors Westbrook aussi, il en a fait des saisons en triple-double. Et il a eu le MVP pour sa saison en triple-double, alors que son équipe est 6e ou 8e, je crois. Qui est Westbrook ? de mémoire. Westbrook. Waouh, il est impressionnant. Jokic. Toi, Denver est pas assez loin au classement finalement, puisqu'ils sont 3, pour avoir une raison de l'enlever à Jokic. Voilà, il serait 10e. Les victoires suivent pas, mais il fait des trucs de zinzin tout seul. Ouais, là je te dirais, bah non, mais quand même, on sait très bien qu'en NBA, ça compte le collectif. Mais là, bon, ils vont finir top 5 au pire, tu vois. Si tu veux pas le donner à Jokic, franchement. Même si c'est la 4e fois. Top 5 à l'ouest. à l'ouest, hein, parce Bien sûr, bien qu'ils sûr, sont top pas 5 top à 5 l'ouest. si tu mélanges les deux. C'est toujours à l'ouest. Ou, Enfin, je c'est sais plus toujours comment entre les on deux. dit. Vérifier, mais bon, il y a Cleveland devant, il y a donc Il y a effectivement le Cleveland Thunder, devant, il y a les Boston Lakers, devant. Boston. Les Lakers, ils sont. Le bilan est correct doit de être la part de Denver. 6 ou Ils iront peut-être pas en 5, finale cette saison. Est-ce qu'OKC ira en finale cette saison? Peut-être aussi. Non, mais vous, ce qui vous impressionne le plus, de toute façon, voilà, c'est Jokic. la qualité globale de Jokic, au-delà de SGA qui fait la saison de sa vie. Et, Non, parce que des mecs de 28 ans qui font du 40 points et qui amènent leur équipe au top, on a déjà vu ça dizaines de fois par an, enfin par an pas plus, mais par décennie en NBA. Quoi. Des McGrady, des compagnies. donc Jokic MVP pour Faisal, Jokic MVP pour Nils, je suis pas d'accord. et Cyril va me donner SGA évidemment. Tu choisirais SGA? En fait, je vais dire deux choses. Je vais dire meilleur joueur NBA actuel, Jokic. Oui. MVP, SG, tous les jours. Ils se font une saison incroyable. Ouais, le bilan collectif comme- est quand même Hein 53 victoires, 11 défaites. Non mais Impossible à imaginer avant la dans saison. le jeu, Jokic c'est incroyable et c'est le meilleur joueur actuel par tout ce qu'il peut apporter à son équipe, mais dans le jeu intérieur, dans le rebond, même s'il a fait là plus de 20 passes, etc. Mais SGA, il y a tout aussi. Il y a tout. Il y a un mec capable de shooter à 3 points, il y a un mec capable de driver, il y a un mec capable de lire où sont ses coéquipiers, de faire des passes, etc. Parce que tu disais, tu retires Jokic à Denver, ils font du tanking. Tu retires SG à Oklahoma, je suis pas sûr que tu t'en. Ils sont peut-être pas loin. Ouais, je pense qu'il y a duel pour. Pas à pour 53, être en bas, quoi. Ils sont pas à 53. C'est sûr. Et tu vois, alors que Cleveland, je pense que si tu retires Donovan Mitchell. Ouais. Je pense que l'équipe, elle est encore. Je sais pas si elle est première, parce Non, que Boston, loin de là. c'est. Mais elle est pas loin, en fait. SGA, il dit après le match hier soir, je m'en fiche, moi ce que je veux c'est gagner. Est-ce que en mettre 40 dans le duel face aux joueurs Et c'est lui qui a clairement gagné ce duel-là. Hein. Voilà, mais est-ce que pour toi ça a une valeur quand on parle de MVP de la Oui, saison? parce qu'en fait, pour les mecs quand, qui pour les quand mecs tu qui veux être le meilleur voilà. joueur, Non, mais pour les mecs tu qui le votent. prouves. Parce que c'est Kobe et Jordan, ou LeBron. Jokic fait 24, 13 et 9 de mémoire sur ce match. Non, mais 13 rebonds, déjà en NBA, tu frôles le ballon. C'est juste quand pour la donner balle c'est est juste sans pour donner la rebond. stat. Bien sûr, c'est OKC qui gagne ce match. Voilà, c'est OKC qui gagne largement. OKC a gagné cette nuit et que SG a fait une belle performance, pas forcément 40 points, mais même s'il a fait 28-5-5 et qui permet à son équipe de gagner, dans la tête des votants, je pense que ça joue. Ouais, Je pense mais c'est que pour ça que tu vois, tu prenais Moi, l'exemple de Westbrook sur son année triple-double. Oui. Son équipe, elle fait pas une saison de zinzin. Non, Il lui c'est file en fait. 6e ou 8e de Il lui mémoire. file parce qu'il fait une saison triple-double. Ouais. Oui, on pourrait la filer à Jokic. Mais là, je trouve que Oklahoma, s'ils sont premiers, c'est grâce à SGA. S'il y a encore 2, 3, 4 victoires qui se rajoutent, le bilan collectif pourra faire basculer. Et oui, évidemment, Donc bien sûr. c'est invraisemblable les chiffres qui sortent Jokic, ça n'a aucun sens. Mais effectivement, peut-être le voteur se fatigue un tout petit peu, où tu te dis on aime bien la nouveauté, on aime bien ce qui sort un peu. En tout cas, ce ne serait pas immérité, loin de là évidemment. Non, mais il y en a Deux beaucoup. mériteraient. Ah, dans l'absolu, c'est dommage que des. Jokic, j'ai Vas-y, l'impression Nils. qu'il force pas, quoi. Jokic, j'ai l'impression Mais qu'il SG non force plus, pas, hein. qu'il Sincèrement, fait SG non plus. C'est 20-20-20. Ouais, En fait, c'est là, l'impression. je comprends ce que tu veux dire. T'as l'impression que si Jokic était à 100%, il ferait des 35, 25, 25. Il est à 100%. Il ne donne pas l'impression de l'être. Il donne pas l'impression d'être à 100%. En termes de concentration, en termes d'éthique, en termes de tout ça. Ah, d'éthique. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais moi je pense qu'il Moi, je pense que ça n'est qu'une impression. Moi je pense qu'il est à 100%. Ça n'est Moi, je qu'une pense qu'il est impression, je à pense. 100%. Je te dis que c'est une impression, je te dis pas qu'il n'est pas. Mais surtout ce qui fait plaisir avec ces deux garçons-là, et même avec LeBron, c'est leur envie de jouer au basket et leur joie de jouer au Ouais, basket. par contre, c'est des Et ça fait plaisir. Mais après c'est dommage mais c'est aussi le problème Deux de gens Cleveland. qui s'affrontent, hein, Ouais. tu vois, il n'y a pas de méchants, tu vois, c'est. Ouais, c'est clair. Mais c'est dommage après qu'il n'y ait pas un mec de Cleveland dans la course et dans la discussion. Parce que Mais- l'équipe est plus complète, comme Ouais. tu disais tout à l'heure. Tu vois, un
Evan Mobley, il est très présent, ça lui fait du bien. Non mais Garland et Mitchell, c'est juste incroyable aussi ce qu'ils font. Mais comme ça Boston prouve- dans l'absolu. Ça prouve justement que si tu retires SGA comme Jokic, derrière, c'est un peu compliqué. Peut-être on aura cette discussion pour Wemby dans 2 ans. Jokic MVP pour Faisal, Ouais. pour Nils, SGA pour Cyril, et pour moi, toi vous nous dites Ah, en pour- commentaire qui vous voyez pour le titre de MVP cette saison en NBA, Shai Gilgeous-Alexander ou, je le refais, Shai Gilgeous-Alexander ou Nicolas. Ou LeBron, hein, le nom LeBron peut se mettre dans la liste. Vous faites ce que vous voulez, c'est vos commentaires. Beau 3e, je pense, et ce sera déjà très bien à 40 ans d'être 3e du MVP. Il faudrait voir si ce sera peut-être pas la première fois. Messieurs, l'émission arrive presque à son terme, car on joue, c'est l'heure du quiz. Le quiz cette semaine, un quiz actu, tranquille, il n'y a pas de thème, mais il y a déjà un point C'est basket quand même. pour Faisal. C'est basket quand même. Merde. Un point Heureusement quand même que j'ai un pour, point. Heureusement pour que j'ai un Faisal Berkali dans ce quiz. Un point grâce à notre sponsor, Panini. Les albums Panini que vous pouvez gagner sur Il est là. nos réseaux. Il est là. C'est Et- celui que tu remplis tous les jours à la rédac? Non, monsieur, c'est celui qui est déjà rempli. Ah, t'as fini Il est déjà rempli. T'as fini Tous les stickers est là. sont dessus. Voilà, tout est là, il est rempli. J'aimerais quand même il est préciser prêt. que- je suis j'aimerais quand même reparé. préciser qu'on paye quand même Frédéric Mazéas Oui. à coller des stickers toute la journée. Et ça, c'est un vrai métier. Et je passe au coloriage la semaine prochaine. Ça, c'est beau. Voilà, l'album Panini T'as eu la est chance complet d'avoir toutes les cartes. pour cette. J'ai eu la chance d'avoir toutes Ouais. les cartes. 424 cartes dans cet album Panini, l'album début pour la première édition de Panini. Il est beau, hein. Avec, Il est beau. avec Il y a des l'Orly. belles- Il y a des jolies cartes. Les cartes sont bien. Les cartes sont vraiment cool. beau album. Ça, on a des codes de réduction, dispo sur Insta, sur notre Linktree. 20% de réduction si vous achetez l'album et la grosse boîte qui est à ta gauche, et 15% de réduction si vous êtes un peu moins joueur et que vous prenez juste la petite boîte, joli cadeau, tout ça. C'est la première fois qu'il y a l'Euroleague avec Panini, en profitez. Et on joue maintenant, vous, avec votre quiz. Je mesure 2,20 m et je suis le coéquipier préféré de Fabien Causeur. Qui suis-je? Tavares. Alors, il faut écrire sur ta tablette, évidemment, à Nils. Je sais pas puisque pourquoi tu lances des phrases comme ça sans préciser. Alors, comme la semaine dernière avec Faisal qui répond avant même vrai. qu'on La ait semaine énoncé les dernière, règles j'ai fait, et les choses. Alors, marquez votre réponse. Bon bah, Marquez votre réponse pour voir. Je vais essayer de Mec, compter les points. ça fait 1 an qu'on fait comme ça, Nils. Non, mais ils écoutent jamais. Non. Ils Allez, n'écoutent écoutez, des trucs de vitesse. jamais. Faisal, tu as mis quoi? J'ai mis, Walter Tavares. Walter Tavares. Cyril Walter Tavares. Tavares. Nils, quelle est ta réponse? Vincent Walter Poirier. Tavares. t'as mis Tavares, toi. Alors, ça aurait été très très drôle que ce soit pas la bonne réponse. Franchement, tu sais pourquoi? Je me suis dit, si c'est pas la bonne réponse, au moins on s'est tous trompés. Ah, mais 2m20. 400, 20 000 des mecs de 2m20. 422 matchs ensemble. Il n'y a pas de Ah, question il est de. sur l'album. Il n'y a pas de. Il est en haut à droite à côté Il de Mando. n'y a pas de question de rapidité, Nils, dans ce quiz. Remballe, ta rapidité reste muet. Il faut le dire avant. Tant pis, c'est pas grave. Pourquoi tu retires pas un point? Il y a faute Il y a technique. un point pour Faute tout le monde, technique. c'est voilà, c'est comme si on démarrait. Non, c'est en cas d'égalité, il n'a pas le point d'avérage, c'est ça. La vérité. Question 2, une question, pas de rapidité, il faut écrire Nils. Parce qu'en plus, celle-là, elle vaut 2 points. C'est bon, je t'ai tout expliqué? Voilà, c'est clair, Ok. clair, net et précis. Je mesure 2,17 m. Je suis croate et je suis l'adversaire préféré de Fabien Causeur. Qui suis-je? Je mesure 2,17 m, je suis croate et je suis l'adversaire préféré de Fabien Causeur. On n'a pas dit que Walter Tavares et Fabien Causeur avaient joué 422 matchs ensemble. Là, on cherche un joueur qui a été 41 fois l'adversaire de Fabien Causeur. Merci à Pro Bowlers pour ces petites statistiques. Je mesure 2,17 m, je suis croate et je suis l'adversaire préféré de Fabien Causeur. Qui suis-je? Je ne vais pas non plus donner tous les indices possibles, mais Ah non, mais il est pas croate. ça se trouve. Est-ce que vous avez une idée? Nils, il sourit. Ah, je l'ai pas. Je pense J'ai que une petite idée, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais j'ai une idée. La bulle, hein. Cyril l'a pas, Faisal La bulle. a Jean-Michel Croix Ouais. et Nils pour 2 points. Tu me dis. Ils ont rien noté Non, on a la bulle. Non, non, ils ont rien noté. Ils sont quoi? C'est Antetomic. C'est Ante Tomic. Bravo Nils.
Tu vas prendre 2 points et passer en tête Non. de ce quiz. Mais bon, Ah si, il a déjà... il a déjà un point. Mais oui, sur Walter Tavares, tu sais. Oui, Ça te dit quelque chose? tout à fait. J'aurais pu Dada. en avoir deux parce que j'étais plus vite que vous. Dernière question sur Fabien Causeur. Vrai ou faux, Fabien Causeur a évidemment joué une longue partie de sa carrière en Espagne, mais c'est aussi l'Espagne que Fabien Causeur a le plus affronté sous le maillot de l'équipe de France. L'Espagne est-il le pays que Fabien Causeur a-t-il le plus affronté lors de ces quelques sélections en équipe de France? Je peux vous donner le nombre de sélections. 30 sélections pour Fabien Causeur en équipe de France. Vrai ou faux? L'Espagne est le pays que Fabien Causeur a le plus affronté avec les Bleus. Vrai pour Faisal, faux pour Cyril. Nils, tu me dis Vrai. vrai et tu vas encore marquer un point. Nils, c'est vrai. 4 On va poser une question sur l'équipe de France. Sur les regrets, etc. On le fera quand il y prendra sa retraite. Exactement. On le réinvitera parce qu'on fera 1h30 d'émission. On pourra même venir là, du coup. Je pense tranquillement, avec un grand plaisir. Passons à la NBA. 1 point, Nils, pour celui qui sera le plus près. 2 points si tu es tout pile. C'est bon, les règles sont écrites? Très très clair. Merci. Merci. Quel est le record de points sur un match en NBA de Shai Gilgeous-Alexander? Voilà, il Vous le avez sait. compris, Non, je sais pas. on joue avec l'actu, on joue avec les thèmes de l'émission aujourd'hui. Le record de points de Shai Gilgeous-Alexander sur un match NBA. Combien de points? Nils, c'est toi qui vas tourner ta tablette papier, hein, tablette old school en premier. 64, 54 64. Merde, on doit le savoir alors, du coup. C'est quoi? C'est un 5, c'est un 6? C'est un 5. C'est un serpent. C'est un C'est serpent ça. 2. Serpent 2. C'est un Allez, 52 pour Faisal, 65 pour Cyril. Faisal, bravo. Le point est pour toi. Combien 54. Ah, C'était le je pensais 22, le savoir. le 22 janvier dernier dans une victoire 123-114 contre le Utah Jazz. Combien de fois? Toujours pareil, Nils, 1 point pour le plus près, 2 points si tu es tout pile. Mais c'est plus simple. Combien de fois Nikola Jokic a-t-il terminé une saison régulière NBA à plus de 10 passes de moyenne? Combien de fois intéressant. Nikola Jokic a-t-il terminé une saison régulière à NBA à plus de 10 passes de moyenne? On a celle-là. Hein. On ne compte pas celle actuelle où il est à 10 passes et demi, puisque ma question c'est combien de fois Nikola Jokic a-t-il terminé une saison régulière à NBA à plus de 10 passes de moyenne? Ça réfléchit encore chez Pas Cyril. de points pour tout pile. 2 points pour tout pile, bien sûr. Allons-y. Cyril, retournez, faites-vous plaisir. 2 fois, 3 fois, et Nils, 1 fois. Tu vas prendre un point, Nils, car la bonne réponse C'est 0. était 0. En plus, c'est quoi en plus j'ai hésité à mettre 3 ou 0. Était Vraiment. 0, il a fait 9,8. J'hésitais entre mettre 72 et 4. Non, mais en fait. Ouais. Il fait combien sur ces 3 années MVP? Bah 9,2. Le plus haut qu'il ait fait, c'est 9,8 Ouais, voilà. en 2002-2003. Et il est à 10,5 actuellement, En 22-23, tu veux dire. en 2022-2023. Bien sûr. Vous allez avoir 5 noms à me marquer sur votre tablette. C'est énorme. Il y aura 1 point par nom, et si vous faites le grand chelem, il y aura un point bonus. Il y a 6 points à prendre sur cette question. Voilà, c'est la question décisive là. Elle peut, mais elle n'est ouais, pas si c'est le difficile. Paris-Monaco de Il y a mercredi, des noms quand même que normalement Vache. vous devriez connaître assez facilement. mais tu me ferais Nicolas Jokic est en lice pour un 4e titre de MVP. Oui. Donnez-moi les 5 joueurs NBA Oui. qui comptent 4 titres de MVP Ok. ou plus. Ah. Il y a 5 joueurs qui ont au moins Ouais. 4 titres de MVP en NBA. Nikola Jokic peut rejoindre ce club des 5. Donnez-moi les 5 joueurs. 1 point par joueur. Vous mettez 5 noms, hein, pas plus évidemment. 1 point par joueur marqué. Et s'il y a grand chelem, il y a un point bonus. C'est la question méga multipoint de ce quiz. Et c'est la dernière question NBA de ce quiz. Derrière, on jouera avec l'actu Euroleague. Quels sont les 5 joueurs NBA à compter 4 titres de MVP ou plus et que Nikola Jokic peut rejoindre en cas de succès cette saison dans la course au MVP? Ça réfléchit en plateau, Nils aussi. Ouais. Je suis pas sûr de. Je regarde la montre tranquillement hein, pour faire le chrono, mais il y a 5 noms, on est quand même sur la crémoso de la crime.
c'est sérieux, hein. Là ils savent que le quiz se gagne là, Ah, je suis pas sûr. ou pas d'ailleurs. Cyril, tu peux revenir largement, mais t'es un peu en galère pour l'instant, j'avoue. On est à 5 points pour Nils, on est à 4 points pour Faisal, on est à 1 point pour Cyril. Il vous reste une... C'est pas pour toi aujourd'hui, a priori. J'ai gagné le soir. Oui, tu as gagné, c'est vrai. Je me trompe forcément. Allez, encore 20 secondes maximum. Et Christmas a joué. Hein? Christmas a joué. Christmas, non. Christmas reviendra peut-être dans les quiz, mais pas là. Non. Allez, encore 15 secondes pour réfléchir. Vous prenez un point par bon joueur, hein, de toute façon, hein, ce qui est quand même Ouais, je sais, mais. c'est une petite récompense, mais effectivement, le Grand Chelem peut faire la diff. J'aimerais bien l'avoir. Allez, 10, Putain de doute. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est terminé. On range les stylos Merde. et on lève les feuilles. Vas-y, Nils. Nils, montre-nous. J'ai Karim Abdul-Jabbar, Michael Alors vas-y, Jordan. on va y aller doucement, Nils, on va y aller doucement. Karim Abdul-Jabbar, retournez vos plans de shot tous aussi, ensemble. s'il vous plaît, tous ensemble. Qui a Karim Abdul-Jabbar? Tout le monde. Ouais. C'est donc un point pour tout le monde, puisque Karim Abdul-Jabbar Encore de Magic, moi. en a 6. Ensuite, Nils, Jordan. tu as Jordan qui en a 4, et tout le monde a Il oublie, il est vieux. Michael Jordan. 5 pour Michael Jordan. Est-ce que tu as Bill Russell, Nils, J'ai Bill Oui. Russell. qui en a eu 5? Toi, tu ne l'as Putain, pas. c'est lui que je- Faisal, Ah, et tu ne l'as pas non plus. Non. Cyril, savais un qu'il point de fallait plus pour Nils. Est-ce que vous avez LeBron James? Ouais. Oui, oui. Et LeBron James. Et tu as LeBron James, Il un a point de le- plus il a le grand pour tout le monde. Et le dernier, tu penses qu'il a le grand chelem? Tu penses qu'il a le grand chelem? Quel est ton dernier nom? C'est qui ton dernier nom? Chamberlain. Chamberlain. LeBron James. J'ai les Tu as, 5. tu as Chamberlain également. Tout le monde a Chamberlain. Wikipédia, mais il a les 5. Et tout le monde a un point de plus sur Chamberlain. Et Nils, tu as un point de plus. Bravo. Grâce à ce grand chelem. Donc, ni Burn ni Magic. Qui doit avoir deux. Bah, en même temps, Magic, le problème, c'est qu'il avait Abdul-Jabbar dans son équipe au Déjà, début. Après, il y avait. les deux. Et après, avec Moses Malone en a pris un, des bails comme ça. 11 points pour Nils, 8 points pour Faisal et 5 pour Cyril. Eh ben, c'est C'est pas mal. Il reste encore 3 questions. Il reste encore Pareil, des Monaco, points. quoi. Il reste des points à prendre. Il reste 4 points à prendre, donc c'est gagnable. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mars 2025, puisqu'on est lundi. Le jour de centenaire pour l'Olympiakos. Pile poil, c'est aujourd'hui, c'est la date des 100 ans du club omnisport de l'Olympiakos. Mais de quand date la fondation du Panathinaikos? Est-ce que c'est 1908? Réponse A. Est-ce que c'est 1914? Réponse B. Est-ce que c'est 1919? Réponse C. Ou est-ce que c'est 1923? Réponse D. Réponse D. Tu l'as? Non, genre, c'est du bluff. Mais c'est un beau bluff, Non, j'aime bien. c'est du bluff. De quand date la fondation du Pana? 1908, 1914, Je suis sûr de moi. 1919, 1923. On ne parle pas des sections basket, on parle du club en lui-même. Nils, comme tu es en tête, on va voir si tu vas le rester. Tu me réponds 1908. Pareil. 1908 et 1919 pour Faisal, qui est une erreur. Malheureusement. 1908 pour Nils et pour Cyril. Ça sent la victoire pour Nils. Je ne veux pas vous déconcentrer. Question à 2 points. L'Olympiakos, toujours, qui a gagné 12 de ses 13 derniers matchs d'Euroleague. Quelle est la seule équipe depuis le 15 décembre à avoir battu Evan Fournier et ses coéquipiers? Une seule équipe a battu en Euroleague, évidemment, l'Olympiakos depuis le 15 décembre. Ils avaient perdu. L'équipe que j'avais en tête, Ils avaient perdu c'est avant. contre Paris à la maison. Ah, tu viens Ils de ont Paris, perdu Voilà. à l'Étoile Rouge de Belgrade le 13 décembre et ensuite Qui a putain. 12. Ah, c'est facile pour vous, là, vous les commentateurs d'Euroleague. Alors ça n'est pas forcément facile pour Nils. Vas-y, Nils, tu viens de dire que mais c'était comment facile c'est le pour lui. match Pourquoi c'est pas facile pour moi, Fred? Ah, ça peut être facile pour toi peut-être. Non, il a dit que c'était facile. As-tu commenté ce match-là? Non. Tu as commenté ce C'est match-là? moi qui ai commenté ce match. Ouais, mais comme je les ai fait. Vu que je fais les plannings. Je l'ai en tête. Tu as révisé. Vu que je fais les plannings. Non, mais. Oui. Quelle est la, Fais en amont, toi. bah oui, quelle est la seule équipe, pour avant, donc. quelle est la seule équipe qui a battu l'Olympiakos depuis le 15 décembre? Donc une seule défaite sur les 13 derniers matchs Commenter ce match-là. Attends. d'Euroleague. Pourquoi j'avais commenté ce match-là? Attends. Je sais pas. Ah, je vais te rappeler par bon. Ah, il veut se rappeler par rapport au planning qu'il c'est fait. chose Je que sais tu ce fais qu'il quand même. commente. Quel match il m'a donné Bah oui, je sais ce de qu'il commente, donc l'Olympiakos. Je vois pas pourquoi je t'aurais donné ce match-là, là, en fait. Donc. Si tu vas retourner, peut-être que ce sera pas ça, ou peut-être que ce sera ça. Allons-y. Pour moi, c'est faux. Le Fener, Olympiakos Fener, Olympiakos Partizan et Nils, le Fener. Bonne réponse, Faisal. Yes. Bravo, Faisal.
Mais pourquoi je te donne ce match? Bah, je sais pas, c'est pas mal. Ah, je pense que un seul club français joué, Nils a dû commenter ce match-là et c'était la deuxième meilleure affiche. Dernière question. Quelle est la série de victoires en cours du Maccabi Tel Aviv face à l'Asvel? Est-ce que c'est 2 victoires? Est-ce que c'est 4 victoires? Est-ce que c'est 6 victoires? Ou est-ce que c'est 8 victoires? Le Maccabi reste sur un Aller comme retour. nombre de victoires, que ce soit effectivement à Belgrade, à Tel Aviv ou à Lyon ou à Villeurbanne. Combien de victoires consécutives le Maccabi compte-t-il actuellement contre l'Asvel? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 6? Est-ce que c'est 8? 6 pour Faisal, 6 pour Cyril Ça fait un serpent. et Nils donne 8. Mais écoutez, aujourd'hui, Pour Nils. il n'y a pas eu photo. Ouais, la Il masterclass. n'y a pas eu photo. La masterclass de Nils Onimus qui termine. J'aurais tendance à dire heureusement, ça veut dire qu'il bosse ses matchs. Bravo. Excuse-moi, termine je avec, avec, pas de NBA, j'ai eu les 5 MVP, à plus de 4 MVP. Oui, mais ça c'est facile. C'est là, Non, bravo, non. Il faut. Voici faut- le faut tableau de s'incliner score terminé. quand on a un 6 adversaire points plus fort pour que nous dans Cyril, un 10 match. points pour Faisal et 15 points pour Nils. Calme-toi quand même. La prochaine fois, tu feras moins Nils parce que j'ai plus la place après, hein, s'il te plaît. Non, c'est Donc, raison. Bravo. Bravo, Nils. une très très belle victoire. Quand il n'y a pas d'équitation, Attendez, il est bon. Attendez. Nils, est-ce que tu remets ton titre en jeu juste sur le qui suis-je? Il va dire- Sur la charade. Il va dire non. Non, évidemment que non. Ouais, les mecs font pas quitte au double. Mais un point pour la prochaine émission, peut-être, je retrouve le. Ah, Cyril, ou le point pour la Cyril, prochaine donc, émission. Pour faire un point pour la Cyril, prochaine non. L'émission, on la donne à quelqu'un. Quand il a gagné le quiz, Cyril, on lui a proposé le kit ou double, il a dit non, et après, Il a dit non. mais pourquoi Il n'y a lui pas de quitte au Et double. moi, et je crois que quand, Il y avait un quitte au double quand on avait Louison Thévenin, je crois que j'ai pareil. Ah non, tu voulais pas. J'ai fait le bâtard comme Nils. Moi, je veux bien jouer quitte au double. Non, c'est celui qui gagne malheureusement qui décide. Mais on peut jouer pour un point pour la semaine embêté prochaine. à le faire. Allons-y. Mon premier est une boisson. Oui. Mon deuxième est une boisson. Mon troisième est un bagage qui est un peu passé de mode. Et mon quatrième est une bénédiction. Monsieur Coca-Cola valise la bête. Mon premier est une boisson. J'aime pas écouter la fin en final. Mon deuxième est une boisson. Mon troisième est un bagage un peu passé de mode. Mon quatrième est une bénédiction. Et mon tout. Et mon tout est un joueur français en Euroleague. Ah, Fabien Causer? Non. Absolument pas Fabien Causeur. Boisson, trop boisson, facile. Boisson, valise, bénédiction. Boisson, valise, bénédiction. C'est exactement ça. C'est comme ça qu'on s'en va. C'est exactement ça, Faisal, pour trouver le joueur français qui a fait une partie de l'actu de la semaine dernière en Euroleague. Une boisson, un bagage. Théo Malédon. Théo Malédon est une bonne réponse pour Cyril, qui partira avec un point Pas mal. la semaine prochaine J'ai gagné mon ou lors de double, sa hein. prochaine J'ai gagné présence dans le Squeak Talk. Du thé, effectivement. Mon deuxième est une boisson, de l'eau. Mon troisième, un bagage un peu passé de Ton don, mode, il est dur là. une malle. Et mon quatrième, une bénédiction. C'est un don, Théo Malédon, à qui on souhaite un pro rétablissement, puisque luxation de l'annulaire de la main gauche face au Maccabi. Oui, Nils, tu veux râler sur la règle encore, je crois. Pas du tout. Je dois dire, Fred, que c'est Il a un des gagné. meilleurs rébus que tu as fait de la saison. Tu partiras donc également Niveau avec pour un l'instant. point la semaine prochaine. Nils, bravo. C'est bien joué, la lèche. Ça marche toujours. On finit avec le programme, évidemment, de cette semaine pour les clubs français. Tout jeudi, Asvel Fenerbahçe, ou plutôt Fenerbahçe Asvel, 18h45. Zalgiris Paris à 19h. Ça vaut sûrement très très cher pour les Parisiens. Maccabi Monaco à 20h05. Vous pouvez faire un triple écran à partir de 20h sur Tout sera Switch. jeudi. Tout sera jeudi. Et vendredi, vous regardez quand même parce qu'il y a Il y a un le derby. Hein. sublime Magnifique. Olympiakos 20, Panathinaikos 20 heures. avec Nils Onimus et bonus Ali Traoré. Petit plaisir. Super programme encore cette semaine sur Squeak pour ce qui est le sprint final désormais de l'Euroleague pour se placer pour les playoffs, le play-in et finir le plus haut possible pour l'Asvel qui malheureusement a laissé passer sa chance. Tu voulais faire un dernier coup de Ouais, juste pour rappeler, Panini. Juste pour rappeler. Faites-vous plaisir, on a les codes promo. les albums? 14 avril. Donc Il faut 14 avril. Jusqu'à la Ah, fin il faut de se la saison dépêcher. régulière. Donc il faut se dépêcher. Un petit mois pour profiter des albums à gagner et des réductions sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine dans le Squeak Talk.